Bonsoir Maude Christine. Bonsoir. La fille des étoiles. Déjà un vieux souvenir, 94. Ouais. Ce monde que nous allons aborder, peut-on parler du monde de la parapsychologie? Oh oui, je crois qu'on peut employer ce terme, oui. Pourquoi cet univers est autant décrié par les médias? Alors, avant que vous ne preniez la parole, il y a quelques semaines, j'ai vu une émission à la télévision et je me suis dit, c'est pas possible que des hommes comme Laurent Ruquier, et je parle de l'autre pingouin là, le chat, soient aussi piégeants. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez plus rien à prouver, Maude Christine. Je crois qu'il y a une réelle difficulté, si vous voulez. J'ai l'impression que la voyance rend les gens fous. Voilà, ça les rend fous. Ma conclusion, c'est celle-là. Et ça leur fait perdre, je dirais, les repères qui leur permettent habituellement, dans leur vie, d'évaluer leur interlocuteur. Je sais, comme Bertrand Méheux, qui devait être là ce soir, le sait, que voir dans des enveloppes closes ou prévoir le futur, c'est la transgression suprême. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle émission de télé, vous dites « je suis zoophile ». Bon, limite, c'est amusant. Vous voyez, pourquoi pas une expérience avec une chèvre. Mais la voyance, c'est quelque chose d'épouvantable. Parce que ça renvoie les hommes à des peurs qui sont tellement profondes, tellement archaïques, tellement viscérales. Ça les renvoie à l'idée de leurs limites, du fait qu'on puisse voir en eux, qu'on puisse savoir pour eux. Vous voyez ce monsieur, Philippe Gélu, qui s'est dressé en disant « mais moi, je suis libre, moi. » Bon. Alors, ça les dérange pas d'avoir un patrimoine génétique qui, par exemple, va les prédisposer à de l'artériosclérose, mais c'est insupportable l'idée que quelque chose puisse être déterminé qui leur échappe. C'est tous les fondements de la philosophie occidentale, de l'individualisme, qui sont menacés. Une certaine idée de la liberté, une certaine idée de l'individu, l'idée qu'on est coupé des autres. Vous vous rendez compte l'horreur? Si vraiment je peux voir, comme je l'ai fait dans le film de Marie-Monique Robin, ce que va faire Mario Varveglis 3 heures plus tard, mais quelle horreur! Pour eux, en termes de conséquences philosophiques, c'est un effondrement, c'est l'effondrement de leur repère. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils sont dans le déni, alors ils tentent des accroches. Comment vous expliquer, il y a une forme de déni terrible dans bon, par exemple, si Philippe Géluc ouvre mon livre, il va voir qu'il y a plein de photos déjà prises dans des labos, etc. Bon. Mais c'est pas grave, c'est pas la peine, il faudrait qu'il le voie lui-même. Et quand bien même il le verrait lui-même, ça irait jamais, il faudrait toujours le refaire. C'est trop lourd de conséquences, voilà. Comme si les expériences étaient renouvelables à volonté. Surtout, ce qu'il attendait, c'était évidemment pas... Je crois qu'il y a autre chose aussi, c'est que beaucoup de voyants, ce que j'appelle la voyance honteuse, c'est-à-dire que ils font leur métier, ils en sont pas fiers, quelque part ils acceptent parce que c'est la règle du jeu. C'est une position extrêmement critique sur le plan social, extrêmement ambiguë. Alors, ils acceptent un certain niveau, je dirais, de moquerie, de manque de respect, etc. Et finalement, c'est un peu ce qu'on attend d'un voyant, c'est qu'il soit un peu grotesque, un peu ridicule. Bon. Or, moi j'y peux rien, mais la seule chose qui m'intéressait dès que j'ai acquis progressivement la certitude que je voyais, c'était de le prouver. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il n'y a pas tellement d'espace pour la rigolade. Et il n'y a pas d'espace pour la dérision parce que je respecte ce que je fais, je respecte les gens qui viennent me voir et je me respecte. Or, ce que j'ai compris, c'est que d'une certaine façon, il faudrait accepter une position, pour que ça roule bien, il faut accepter une position, n'ayons pas peur des mots, un peu de paria, quelqu'un dont on peut rire. Or, moi, si vous voulez, la violence que je déclenche, je peux parfois la comprendre dans la mesure où je fais rien par téléphone, je fais rien par Minitel, j'ai jamais fait la moindre consultation par Internet, j'ai jamais vendu une médaille miraculeuse. Alors quand ils commencent à m'agresser, oui, je veux bien, mais enfin, tant qu'à être escroc, ça fait 20 ans que je suis connue, ça fait bien longtemps que j'aurais acheté des 4e de couverture dans les journaux télévisés, j'aurais vendu des médailles miraculeuses et je serais tranquillement aux Seychelles. Bon. Donc il y a pas cet argument-là, vous voyez, parce qu'il faudrait quand même être très très con à 43 ans pour continuer de travailler, alors qu'on pourrait tranquillement vendre des porte-bonheur, des objets pour éveiller le désir amoureux d'un partenaire disparu, enfin rentrer dans le truc classique du voyant médiatisé qui a envie de gagner un peu d'argent. Bon, donc ce truc-là ne tient pas. Alors après, qu'est-ce qui pourrait rester? Il reste pas grand-chose quand il n'y a pas la malhonnêteté. Alors, ça rend beaucoup plus désagréable parce qu'on est obligé de regarder la question en face, on est obligé de la prendre au sérieux. Et là, je reviens à ma case départ, qui est ébranlement des certitudes par rapport à l'espace, au temps et à l'identité. Donc crise immédiate.
Et crise, donc violence et agressivité. Pourtant, quand je vous vois, vous êtes en face de moi, Maude. Je vois un petit bout de femme qui n'a rien à prouver, je l'ai dit tout à l'heure, et qui en même temps a tellement envie d'être reconnue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vit pas comme les autres. C'est même pas, je vais vous dire, c'est bon. J'ai quand même la chance, faut pas exagérer non plus. J'ai la chance d'être reconnue, d'être invitée dans des universités dans le monde entier. J'ai la chance de vendre des livres. J'ai la chance d'être avec vous ce soir. J'ai la chance d'avoir, après l'émission de Ruquier, j'ai eu un nombre de mails de sympathie, mais c'était délirant. Je crois qu'il y en avait, je sais pas, je crois qu'il y en avait plus de 800, 900. C'était terrible. On a failli bugger. Bon. Donc, faut pas non plus exagérer. Bon. C'est pas tellement à titre personnel. Moi, si vous voulez, à titre personnel, je m'estime pas lésée, je m'estime pas mise en cause. Parce que je comprends les mécanismes. Comment vous expliquer? Je peux pas prendre de manière personnelle ce qui est pas destiné à moi en tant que personne, mais à ma fonction et à ce que je fais. Si je produis de la crise morale et philosophique par ce que je suis capable de produire, j'ai envie de dire c'est moi qui prends, mais ça c'est normal, c'est la règle du jeu. Je le prends pas de manière personnelle. En revanche, ce qui me rend folle, bon, moi à la limite, c'est pas bien grave, mais c'est l'idée qu'on ne puisse pas s'intéresser à ces capacités qui sont tellement extraordinaires, qui ont, je dirais, une telle utilité, d'abord pratique dans la vie de tout à chacun, tous les jours, mais surtout qui posent tellement de questions par rapport à ce qu'est la communication, par exemple, sur le plan affectif, comment passent les informations. Ça révolutionne ce qu'on sait de l'homme. C'est un énorme enjeu. Ça vaut bien la vie sur Mars. Vous voyez ? Et le fait qu'on ne s'intéresse pas à ces questions, qu'on ne puisse pas les étudier scientifiquement, c'est une perte terrible pour la connaissance de soi. Et comme ces capacités existent, les dénier, comme c'est probablement la pierre angulaire d'énormément de choses sur le plan des possibles humains, c'est un segment qu'on peut absolument pas contourner si on veut avoir la prétention de comprendre quelque chose à ce qu'est l'homme et à ce qu'il est capable de faire. L'homme et l'animal, puisque vous connaissez les expériences de Sheldrake, évidemment. Bon. Alors, le fait de passer à côté de ça, si vous voulez, pour moi c'est à peu près aussi dingue que si on vivait dans un monde où on décidait à la naissance qu'on crève les yeux des enfants. Voilà. Parce que vraiment, on peut très bien vivre sans. Et c'est vrai. Plein de gens qui n'ont pas vu et qui se débrouillent super bien. Ils entendent beaucoup mieux que vous et moi. Ils se dirigent. Ils ont un odorat développé. Ils ont une sensorialité aussi particulière. J'ai parlé avec des non-voyants. Et c'est des gens qui ont une vie, qui arrivent à avoir une vie, je dirais, presque normale. Bon. Une vie en tout cas où ils peuvent travailler, aimer et avoir une vie sociale. Vivre. Voilà, vivre. Bon. Maintenant, il est clair que tous ces non-voyants, si on leur disait, voilà, demain, j'ai la possibilité de te rendre la vue, mais tous, ils diraient, bah, évidemment, on passe demain sur le billard et on y va. Bon. Donc, comment peut-on se priver d'un sens qui d'abord n'est pas un don, mais impossible de l'être humain? Moi, je l'ai développé, mais limite, j'ai envie de vous dire, moi, on s'en fout. Le problème, c'est comment on peut se priver d'une partie de sa conscience et de ses possibles. Et ça, c'est véritablement terrible. C'est un monde où on a décidé que voilà, on pouvait très bien vivre sans la vue, alors on va vivre sans. Ça me rend folle. Évidemment, ça me rend folle. Comment supporter, si vous voulez, ce déni de la réalité? Comment supporter ça? Et les conséquences que ça a? Parce que, bon, vous savez, quand j'ai écrit Pour en finir avec Madame Irma, c'était en 90. Vous voyez, ça fait un moment. Bon. À cette époque-là, je me disais, bah, c'est pas compliqué. Il y a d'un côté les mauvais voyants, et puis de l'autre, bah, il y a des scientifiques irréprochables, qui ont juste vu des gens qui tenaient pas la route et qui n'ont pas eu envie de se faire entuber. Bon, ça me paraissait bien. Ouais. Puis au bout de, je dirais, 20 ans, presque 20 ans. Hein, c'était un peu provoque, hein, comment finir avec Madame Irma. Oui, voilà, c'était un peu provoque, mais je pensais comme ça. Et c'est votre caractère de l'être un peu, Maude? De moins en moins. C'est vrai. De moins en moins. Je me rends compte que ça sert à rien. Donc comme ce qui m'intéresse au fil des années, c'est d'avoir un minimum d'utilité, j'évite. Voilà. Bon, sauf quand vraiment ça devient énorme, là, mais dans ces cas-là, c'est pas provoque, c'est défensif, c'est lapidaire. J'aime bien votre regard. Il est canaille. Il est plein de tendresse et puis en même temps de provocation. Oui, parce que je pense qu'il est important d'être dans la provocation. Sinon, nous allons être dans la pensée unique. On est dans cette pensée et c'est terrible dans tellement de domaines. Et c'est dramatique dans tellement de domaines. Et dans celui de la voyance, c'est vrai que de ne pas pouvoir... J'ai écrit sous la direction de Bertrand lors d'un colloque dans lequel j'ai été invitée par une branche du CNRS Picardie
un article sur la voyance et les médias dans lequel j'ai essayé d'expliquer comment la voyance était perçue. Bon. Or, on a l'impression que tout est organisé pour qu'on puisse jamais dépasser le stade de l'anecdote, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas publiable, qui ne fait pas autoritaire. Bien sûr, il y a toujours des gens qui disent « Ah bah oui, j'ai vu un voyant, il m'a dit ça s'est passé ». Mais ça ne sert absolument à rien, toutes ces anecdotes, ça sert absolument à rien, tous ces témoignages. Ce qu'il faut, c'est à un moment commencer à étudier scientifiquement les faits. Parce que c'est pas... Dans notre culture, on a envie de considérer la voyance comme on considère un autre passe-temps, un autre plaisir, c'est de l'ordre des choix personnels. J'aime le jazz ou j'aime Claude François. Je vais voir une voyante ou je vais pas en voir. Mais c'est pas là que ça se joue. La voyance, elle existe. La précognition, ça existe. La clairvoyance, ça existe. La lecture à travers les corps opaques, la lecture dans les enveloppes, ça existe. Donc c'est pas une opinion. Vous voyez, dire j'adore Ray Charles, c'est une opinion. Moi, j'adore Ray Charles, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, j'adore Roxy Music, mais on n'est pas obligé. Il y a des gens très bien qui n'aiment pas Roxy Music. Mais on veut mettre la voyance sur le même plan, sur quelque chose qui serait subjectif. C'est pas subjectif, ça existe. Voilà. Donc on peut pas le traiter comme quelque chose de subjectif. Et ça, on n'arrive pas à en sortir. Vous savez, c'est comme un peu les titres d'émissions de radio ou de télévision. C'est toujours faut-il y croire ou ne pas croire? C'est pas la question, c'est pas une question. Vous voyez, la violence, elle vient au moment où justement on veut sortir ça de la croyance. Voilà. Tant qu'on dit j'y crois, c'est comme j'aime tel groupe. On a le droit. Voilà. Mais on peut pas mettre ça du côté de l'objectivité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas du tout. Vous voyez, les témoignages de people, qui ne se privent pas d'avoir leur voyant et leur voyante, d'ailleurs. Bien entendu. Mais ça changera jamais rien. Vous voyez, il faut pas avoir de naïveté en se disant, voilà, je me rappelle, par exemple, l'année dernière, il y a un monsieur qui a été l'initiateur de la chasse de tête en France, qui est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Lasanté, qui a eu envie, en partant à la retraite à 70 ans, de dire, voilà, toute la vérité sur son métier. Bon, c'est un grand monsieur de son métier. Et puis, dans ses vérités, il a envie de raconter qu'il avait travaillé avec moi. Bon. Ça a été un tollé. Vous voyez, quelle horreur! J'ai touché à l'organigramme de grandes sociétés cotées en bourse. Bah oui, je fais tous les jours. Bon, alors, comment vous expliquer? Je peux pas faire plus que ce que je fais, parce que, ok, je suis payé pour toucher l'organigramme de sociétés, pour influencer, parce qu'il faut appeler quand même un chat. Il faut accepter sa responsabilité. Le choix de candidat pour des sociétés cotées en bourse, c'est vrai. Mais, par ailleurs, je ne demande pas mieux que de travailler avec des laboratoires pour démontrer que ce que je fais dans mon cabinet, ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que je me trompe jamais. Bien sûr, j'aurai une marge d'erreur, mais pas supérieure à n'importe qui utiliserait une autre méthode. Et d'après les gens qui me consultent, qui est même souvent nettement moins importante que par d'autres méthodes. Et c'est bien pour ça qu'ils me consultent. Donc, je peux pas faire plus, si vous voulez. Moi, je veux bien assumer ma responsabilité, mais à un moment, si on n'a pas envie d'aller voir dans les labos ce qui s'y passe, et si on n'a pas envie d'expérimenter ces questions, alors qu'on me foute la paix. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire aux voyants vous êtes des charlatans, et de l'autre côté, quand ils veulent prouver les choses, pas vouloir regarder ce qu'ils ont produit. Faut choisir. Parce que sinon, ça s'appelle un procès de sorcellerie. Voilà. Nous sommes en 2007, hein. Voilà. Mais on n'est jamais bien loin. Plus les sorcières. On n'est jamais bien loin. On n'est jamais bien loin. Vous savez, il y a cette question qui revient souvent de la part des bien-pensants, mais il n'est pas normal qu'un voyant fasse payer une consultation. Ce n'est pas normal qu'un peintre fasse payer sa peinture, son tableau. Ce n'est pas normal que le boulanger fasse payer sa baguette. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Alors, ça m'amuse quand vous dites ça. Oui. J'ai une amie qui est une femme brillante, qui est une universitaire, qui me disait l'autre jour, c'est dingue, c'est le seul métier où les gens voudraient que ce soit gratuit. C'est bon. Alors, je crois qu'il y a une tradition. D'abord, il faut savoir que dans notre culture, les phénomènes de voyance acceptables se passent en général dans un cadre religieux. C'est ce que j'ai écrit. Bon, je pense à Marthe Robin, proche de nous dans l'histoire. Et quand ça se passe dans un cadre religieux, par rapport à des gens qui sont des mystiques chrétiens et qui sont au sein d'une église, bien entendu, ils vont pas se faire payer. Bon, c'est tout à fait normal. Ils travaillent pour une église. Moi, j'ai pas pris la robe. Et puis, il faut pas quand même oublier une chose, c'est que les questions que nous posent les gens n'ont pas grand-chose à voir avec leur vie spirituelle. Vous voyez, je vais casser une... je vous en prie. Je vais... Un photographe n'a pas le droit de vendre ses photos. Non. Mannequin n'a pas le droit de vendre son image de marque. Non. Bon, parce que c'est un don. Bon, alors le problème, c'est que le mannequin, sa beauté, c'est bien plus un don que les capacités psychiques qui se développent, vous voyez, et qui se travaillent. Mais pour en revenir à cette question, sans vouloir être lourde,
c'est quand même assez étonnant quand même d'entendre ça, parce que quand les gens utilisent la divination, c'est pour quoi faire? C'est pour améliorer leurs relations amoureuses et c'est pour gagner mieux leur vie et se trouver professionnellement. Bon, c'est des questions matérielles. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, contrairement à ce que pensent des sociologues décérébrés, qui allait chez un voyant pour parler de sa vie spirituelle. Les gens sont pas des cons quand même. S'ils ont besoin de parler de leur vie spirituelle, il y a des maîtres spirituels, il y a des prêtres, il y a des rabbins, il y a des imams. Bon, ils vont pas chez moi pour parler de leur vie spirituelle. Ils vont chez moi parce qu'ils ont besoin d'être guidés, de gagner du temps, de l'énergie et bien souvent de l'argent. Même à un niveau, je dirais, très modeste. Vous savez, vous êtes employé de banque, vous avez le choix entre deux possibilités dans votre banque. Vous allez voir un voyant pour savoir quelle est la meilleure. C'est pas que des PDG qui ont des boîtes cotées en bourse. Bon, donc à un moment, on voit pas pourquoi la voyance serait utilisée pour améliorer la vie, pourquoi elle serait pas rémunérée. Bon, alors maintenant qu'à titre personnel, on ait envie de s'engager dans des combats qui peuvent être des combats humanitaires ou politiques, c'est autre chose, mais c'est un travail qui est demandé par des gens qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'aide pour améliorer leur vie matérielle, jamais spirituelle. Voilà. Alors, il arrive bien entendu qu'au détour d'une consultation, on me dise alors, méditation transcendantale ou pèlerinage de Lisieux? Ça arrive. Mais c'est quoi? C'est 30 secondes dans une consultation. Donc il faut pas se voiler la face. Vous voyez? Maintenant, je pense que cette réticence, elle est intéressante aussi, parce que le fait de pas faire payer la voyance, je vais vous dire un truc auquel j'ai pensé l'autre jour, je crois que c'est aussi une façon d'éradiquer la voyance, dans la mesure où il est bien clair que si vous faites un autre métier, vous pouvez pas tenir bien longtemps à faire des consultations parce que c'est quelque chose d'absolument épuisant. Une vraie consultation, c'est quelque chose qui psychiquement produit je dirais un travail de chauffe qui est absolument dément. Quand on sort de là, on est totalement vidé. Moi, quand je fais des expériences, quand je consulte, bon, il y a un entraînement, mais malgré tout, c'est totalement démantelant énergétiquement. C'est incompatible de faire un autre boulot avec. Alors, ne pas faire payer, ça veut dire que quelque part, quand on est, c'est les choses dans lesquelles on reste amateur, quand on n'est pas professionnel, on peut jamais aussi atteindre un certain niveau. Vous voyez ? Moi, j'aurais un autre métier, j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai atteint dans mon métier. Parce que j'aurais pas pu y consacrer le temps qu'il faut et l'énergie qu'il faut, parce que j'aurais eu d'autres problèmes. Voilà. Alors après, si vous voulez le prix des consultations, c'est toujours trop cher. 50 € c'est trop cher, 80 € c'est trop cher, 200 €, n'en parlons pas, 300 € c'est le scandale. Bien sûr, mais ça, si vous voulez, le vrai problème est... Mais personne n'oblige un homme ou une femme à venir consulter. Bien sûr que non. Il me semble qu'il y a cette liberté qu'il faut marteler. Personne n'oblige à aller consulter un voyant. Bien sûr que non, personne n'oblige, mais comme dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un besoin, il y a l'idée, si vous voulez. Alors là, on aborde autre chose que j'ai abordé dans mon bouquin. Vous avez beaucoup de gens qui sont fâchés avec Dieu. Bon, ils ont des ennuis. Voilà, ils ont des ennuis, ils sont fâchés avec Dieu. Dieu les aime pas. Bon, enfin, c'est ce qu'ils sentent. Alors, ils sont très en colère. Ils se disent, mon Dieu, comme je peux pas taper sur le patron, vous savez, c'est comme dans un restaurant, vous bouffez mal. Vous pouvez pas toujours attaquer le chef, mais en revanche, le serveur, vous pouvez l'emmerder un petit peu. Bon, donc ils vont voir un voyant et pour vraiment qu'ils pensent être un intercesseur avec Dieu, et là vraiment enfin un endroit où régler leurs comptes. Donc ils estiment que Dieu leur doit. Vous voyez, on vit dans un monde où beaucoup de gens pensent que le destin leur devait un certain niveau d'épanouissement et de bonheur. Ils l'ont pas. La faute à qui? À Dieu. Bon, il pourrait évidemment s'en prendre à un ange, mais c'est pas très matériel. Donc il faut l'attraper déjà l'ange. Mais le voyant, c'est vachement facile. Alors on va face à lui. Je comprends pas. J'ai mérité d'avoir une belle vie. J'ai pas une belle vie. Vous le savez, les anges s'envolent facilement. Et ils s'envolent. Alors que le voyant, il s'envolera pas. Alors non. On vient, on dit voilà, j'ai pas une belle vie. Comment c'est possible un truc pareil? On va quand même pas aller payer pour aller raconter qu'on n'a pas une belle vie et surtout qu'on est responsable de rien. Vous voyez? Donc je pense que dans le fait de pas vouloir payer, c'est aussi parce que s'investir dans un acte pour aller voir un voyant ou n'importe quelle autre personne qui fait un métier de conseil. Oui, justement, on paiera plus facilement un psy. On est quand même dans un monde de fous parce que si vous voulez, un psy, on va la faire très simple, on va la faire arithmétique. On va dire entre 50 et 80 € la séance à Paris, 2 fois par semaine, 150 € par semaine, ça fait 300 € tous les 15 jours, ça fait 600 € par mois, ça fait 6 000 € par an. Bon, ça dérange personne. J'enlève 2 mois de vacances, Voilà. Parce que je compte pas très très bien. Bon, ça dérange personne, ça. Vous voyez? Mais 300 € à consultation, c'est un scandale. Bien sûr, puisque je suis supposée en plus être un charlatan. Vous voyez, enfin, il y a tout un arrière-plan là-dedans. Si vous voulez, il y a aussi autre chose par rapport à l'argent, et ça je le comprends très bien. C'est que beaucoup de gens savent pas ce que c'est qu'une consultation de voyant. Je m'en rends compte. Et comme ils partent du principe qu'en fait, ça consiste à remonter un peu les bretelles des gens et aller dans le sens de leurs désirs en leur passant de la pommade savonnée sur le dos,
et en leur disant, en leur annonçant des histoires de prince charmant et tout va bien se passer, etc. C'est vrai que si c'est ça, c'est scandaleux. Je suis d'accord. Là, je crois qu'il y a. Or, ce qui est bien souvent pratiqué, c'est ça. Et ce que beaucoup de gens connaissent, c'est ça. J'ai écrit dans mon livre, mais c'est un truc très drôle. Les gens me voient mes démonstrations, ont des amis qui viennent me voir. Ils arrivent chez moi. Je leur dis, voilà, vous êtes dans un moment où vous venez de vendre un appartement au bord de la mer et votre fils vient de rentrer à l'université en médecine. Bon, bah c'est normal, je suis voyante. Mais ils sont totalement scotchés. Mais comment vous pouvez faire ça? J'ai dit, mais attendez, on n'est pas là pour faire un tennis. Et heureusement, parce que vu comme je joue, là, ça se compliquerait. Mais c'est fou, vous voyez, c'est-à-dire que ils viennent me voir et malgré tout, la surprise est là. Vous voyez. Hier, j'étais invitée par l'université de Lausanne, dans le département de Silvia Mancini, pour faire une conférence justement sur la pratique de la voyance. Et je rencontre une dame qui n'avait, semble-t-il, pas vu de voyant de sa vie, qui voulait absolument me rencontrer. Et évidemment, au bout d'une heure et demie, elle dit mais comment c'est possible? Comment vous pouvez me parler de mes enfants? Vous n'avez pas la photo? Je dis si je vous parle de vos enfants avec la photo, ça voudrait dire que c'est de la psychologie. Si c'est de la voyance, j'ai pas besoin de la photo. Alors je peux l'avoir en plus, je ne rechigne pas à avoir une photo, mais si je suis pas capable d'en parler sur la photo, c'est que c'est pas de la voyance. Voilà. Donc il y a véritablement, si vous voulez, on est en plein dans le tabou culturel, c'est-à-dire que même quand le truc on le produit, on le reproduit, on le produit à l'infini, c'est l'histoire de Philippe Géluc chez Riquet, il faut toujours le refaire. Vous voyez, ça rentre pas quoi, ça imprime pas. Voilà, ça imprime pas. Enfin lui, je lui pardonne un peu. Oui, moi aussi d'ailleurs, vous voyez. Comment vous expliquer? C'est toujours intéressant ces émissions, parce qu'après tout, ce que ces gens pensent, c'est ce que la moitié des gens pensent. C'est quand même normal qu'ils s'expriment. Je veux dire, vous pensez réellement que la moitié des gens pensent que... Ah, je crois qu'il y a bien la moitié des gens qui pensent que les voyants sont des charlatans. Oui, ça je crois bien. Oui. Mais alors, l'autre moitié ne pense pas du tout la même chose. L'autre moitié, elle se tâte. Alors après, vous avez des nuanciers, comme dans les trucs de peinture en décoration. Oui, vous avez des nuanciers. Alors, il y a ceux qui pratiquent, connaissent, utilisent, par tradition familiale ou parce qu'ils découvrent un jour ça. Et là, ils lâchent plus le morceau. Je dirais, allez, ça fait 20-30%. Et puis, vous avez les 25% autres, je dirais, qui ne se prononcent pas, comme on dit dans les sondages. C'est-à-dire que ils ont bien vu un voyant qui leur a dit un truc qui était bien, mais il y a des trucs qui étaient pas bien, ils savent pas, ils hésitent. Voilà. Je dirais, on a 50% de rationalistes durs et purs, 25% qui se tâtent, et 25% qui connaissent très bien le truc, et qui connaissent très bien le chemin pour aller chez des voyants compétents qui les aident, et qui s'en servent dans leur vie. Moi, j'ai des gens que je vois tous les mois. Vous allez me dire, oh, mon Dieu, bah non, parce que vu qu'on pose jamais la même question, quand vous dirigez, par exemple, des boîtes, et puis que vous avez 800 personnes, en un mois, il se passe bien une petite actualité, que ce soit au niveau des produits que vous lancez, de votre commercialisation, de votre presse, de votre directeur des ventes que vous changez, il se passe toujours un truc. Bon, ça me paraît pas du tout être accro à. Alors, dans ces cas-là, moi, je suis la première accro, parce que j'utilise moi-même beaucoup mes pratiques, et il y a bien entendu tout un tas de questions que je pose pas, mais sur des choses qui sont importantes pour moi ou ce que je comprends pas, je passe par la divination. Donc ça, c'est un mode de vie. Vous voyez, il y a des cultures où on va pas à la chasse sans, on décide pas de se marier sans, on va pas en guerre sans. Bon, j'appelle pas ça être accro. C'est autre chose. C'est une compulsion, si vous voulez. C'est être accro, mais dans le sens de la compulsion. C'est comme les gens qui ont un problème avec le casino. Quand on pose la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, il y a déjà dans la formulation de la question l'attente de la réponse. C'est qu'on a bien entendu envie de rencontrer quelqu'un. Par exemple, on ne dit pas, on téléphone rarement en disant, est-ce que je vais avoir un panari? Vous voyez, c'est pas une chose à laquelle on pense le matin. Bon. On pourrait, mais non. C'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous voyez, c'est toujours la même question, parce que panari, on vous demande pas. C'est étonnant. Voilà. Donc, en fait, on appelle parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on désire. Bon. Donc, ils sont pris dans un désir qui se réalise pas. Et qui, en se réalisant pas, comment vous expliquer, c'est leur présent qui est insupportable. C'est de le vivre en ce moment, c'est la solitude qui est insupportable, c'est la solitude ici et maintenant qui est insupportable. Alors, c'est tellement insupportable que la seule façon d'échapper à ça, c'est d'arriver à se faire inventer un futur qui puisse servir de point de mire, de ligne d'horizon, pour pas devenir fou de douleur et de souffrance. Mais c'est pas être accro à la voyance, c'est être dans une telle détresse qu'il y a une incapacité soi-même à penser son futur, vous voyez. Et puis surtout, il y a le fait de vouloir... Ce sont des gens qui veulent entendre quelque chose de bien précis. Quand vous dites à penser son futur, c'est aussi l'incapacité à vivre ici et maintenant. C'est l'incapacité à vivre ici et maintenant, quoi que ce soit, qui ait du sens. Et la nécessité de pouvoir abriter sa responsabilité qu'on n'arrive pas à gérer dans l'ici et dans le maintenant, de pouvoir la faire gérer par un tiers et de la faire glisser dans le futur. Voilà. C'est un mécanisme de défense par rapport à une situation qui est horrible.
Si vous voulez, ce qui serait intéressant, ce serait qu'ils appellent en se demandant pourquoi je suis seule, par exemple. Ça serait une vraie question. Oui. Parce que ça mettra en jeu une éventuelle responsabilité. Quand je parle de responsabilité, c'est pas une culpabilité, c'est une responsabilité, c'est pas pareil. Oui. Et on pourrait finalement se rendre compte, j'ai eu ça la semaine dernière, c'était super. En entretien, j'ai une jeune femme qui arrive, qui est une jeune femme brillante. Bon, je parle de son métier, de sa vie, etc., de son précédent compagnon. Et puis au bout d'une demi-heure, je lui dis, j'avais bien sûr vu qu'elle était seule et je lui avais donné la date de sa dernière rupture. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais vous avez vu votre vie ? Elle me dit, non, dites-moi, tout dans la revendication de rencontrer quelqu'un, ce que vous me racontez. Je dis, écoutez, c'est pas compliqué, elle était directrice de crèche, hein. Vous vous levez le matin, vous prenez le bus, vous arrivez à la crèche, il n'y a que des puéricultrices, vous ne voyez que des papas, des jeunes papas et des jeunes mamans, et le soir vous rentrez chez vous et vous ne sortez pas, vous n'avez plus d'amis, et vous vivez, alors je dis, je sais pas, c'est votre tante ou votre mère ? Elle me dit, je vis avec ma tante. Je dis, bien, je dis, vous voulez qu'il se passe quelque chose quand ? Et là, l'éclat de rire, elle me dit, oui, ça y est, j'ai compris. Voilà. Ça, c'est du boulot, si je puis dire, parce qu'elle a pu comprendre l'endroit où elle pouvait modifier quelque chose. Ouais. Mais le voyant, à ce moment-là, n'est plus dans la capacité d'être le voyant, il devient le confident à qui l'on se confie. C'est pas moi qui lui ai dit. Comment vous expliquer ? Non, je vais vous dire pourquoi c'est pas le psy. Parce que cette vie que je lui ai décrite, je l'ai trouvée toute seule. Et ça lui a fait un drôle de choc de voir quelqu'un qui lui décrivait ses journées. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle en prenne. D'abord, c'est qu'un psy peut pas faire, parce qu'un psy ne sait pas ce que quelqu'un fait dans la journée, ou alors je demande à voir. Ou alors c'est un psy qui a des dents de voyance, tout peut arriver. Cette dame, ce qui l'a frappée, c'est le fait que puisse m'apparaître de manière aussi précise ces journées, puisqu'elle m'avait rien dit. C'est moi qui ai trouvé. Je lui ai pas dit vous êtes directrice de crèche, je lui ai dit vous travaillez avec des enfants. Vous n'avez pas décodé à travers les mots, les phrases. J'ai pas eu le temps. Non, et ça l'a énormément marqué d'abord. Maud Christiane, ça vous ennuie quand vous avez des hommes ou des femmes en consultation qui vous parlent ? Oui. Enfin, ça dépend de quoi. Mais oui. Au début, oui. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas qu'on me parle. Je veux pas qu'on me parle parce que si on me parle, c'est de la psychologie. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a eu un documentaire qui a été fait par Grégory Gutiérrez et une maison de production sympathique qui s'appelle Sycomore, qui est encore en cours de fabrication, si je puis dire. Mais dans ce documentaire, il y a une jeune femme qui vient me voir et ce qu'a noté Grégory, c'est qu'en fait, à aucun moment, je cherchais ni à croiser son regard, ni à lui poser des questions, ni à tenter la moindre induction verbale. Non seulement ça ne m'intéresse pas qu'on me raconte, mais ça me pollue. Alors évidemment, il y a deux phases dans une consultation. Vous voyez, au début, je veux pas qu'on me dise. C'est-à-dire qu'au début, c'est à moi de trouver. Bien sûr, je dis pas à quelqu'un, je dis rarement à quelqu'un, vous êtes directrice de crèche, mais je dis tiens, c'est marrant, vous travaillez dans un domaine, il y a beaucoup d'enfants, c'est des tout petits, il y a un univers féminin. Alors après, j'ai deux possibilités, puéricultrice, institutrice en maternelle, je dis pas quand même précisément, mais bon, il s'y retrouve. Bon, puis après, une fois que j'ai évalué ça, je donne des dates, des points de repère sur le passé qui doivent être précis, des questions présentes qui sont là, sur lesquelles il faut qu'ils se prononcent. Bon. Mais dès qu'on a validé ma perception des événements, on continue. Alors après, bien entendu, il pose des questions. Quand je dis j'aime pas qu'on me parle au début. Mais il y a un moment où il faut aussi gagner du temps, vous voyez, parce qu'on voit pas tout spontanément. Je peux vous poser une question ? Mais bien sûr. Est-ce que le voyant, le bon voyant, voit d'abord le passé ? Alors, je peux pas parler pour mes confrères, j'en sais rien. Non, mais pour vous. Oui, pour moi c'est clair. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un continuum. On peut pas, je ne sais pas comment il y a un continuum dans le temps, c'est bien pour ça qu'on peut travailler. Donc, je ne pourrais pas, en tout cas, je ne fais jamais une consultation, jamais, si j'ai pas été capable de parler précisément de la situation présente et passée. Voilà. Ça, je fais jamais. Et quand je n'en suis pas capable, et ça arrive assez souvent, j'arrête. On arrête tout. On fait pas d'acharnement thérapeutique. Parce que c'est la seule façon, à mon sens, de pouvoir se repérer. Donc vous demandez le silence ? Oui, le silence, oui. Ah oui, on peut dire ça. Le silence, oui, vraiment. Vraiment. Comment vous préparez-vous à une consultation ? Je me prépare plus, vous savez, c'est tellement... Moi, ça me paraît très naturel. Alors, c'est très rigolo, c'est le décalage qu'il y a entre l'effet que ça produit émotionnellement chez l'autre et le côté, c'est la vie, pour moi. Vous voulez dire que vous pouvez passer d'une consultation à une autre ? Sans problème. En quelques instants, je rentre dans le truc. Ce que je fais, c'est que j'aime bien prendre un Polaroid, parfois deux.
quand je les rate. Parfois, il y en a même 3, vous voyez. Bon. Et je prends mon ou mes Polaroid, tac, 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 1, 2, 3, et là, ça vient tout seul. C'est-à-dire que pas du tout par rapport à l'apparence, je m'en fiche, je la vois même pas. Mais je comprends pourquoi les Africains n'aiment pas certains Africains n'aiment vraiment pas qu'on prenne des photos. C'est que c'est dingue une photo, c'est complètement déshabillant, enfin pour quelqu'un qui voit. Pas du tout par rapport aux traits, aux expressions du visage, mais parce qu'on a l'impression qu'il y a tout magnétiquement dans la photo. Je saurais pas vous l'expliquer. Pourtant, une photo n'est que l'instant présent. Bah oui, mais en fait non. Comment une photo peut laisser un souvenir? Parce que j'ai l'impression que pour moi c'est comme une mancie. C'est-à-dire que je pense que ma façon de prendre des Polaroids, c'est comme une mancie. C'est-à-dire que dans mes Polaroids se glissent des informations. C'est très difficile à expliquer, mais bon, je vais vous donner un exemple concret. Je vois la photo d'une jeune femme. Je m'apparaît intérieurement comme un souvenir le visage de sa mère décédée. M'apparaît instantanément comme un souvenir l'image de sa maison, mais qui vient se placer véritablement à côté d'elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu entre mon regard et l'image, avec, bien entendu, j'ai pas d'hallucination, rien n'apparaît sur l'image, mais c'est comme si l'image m'envoyait véritablement des contenus. C'est comme si je recevais des mails de l'image. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fixant l'image, c'est pas la personne que je fixe, mais j'ai l'impression d'avoir des informations qui arrivent et qu'il faut éplucher, décoder les unes après les autres lentement. Voilà, lentement. Ça remonte. Ça remonte. Alors parfois, dans certains cas, quand je suis vraiment très inspirée, il y a presque quelque chose qui est, je dirais pas une hallucination, mais on est au bord, c'est-à-dire que je prends par exemple toujours le même angle de ma photo, puisque c'est mon cabinet. Et par exemple, je vois un truc j'ai l'impression de voir un truc dans les rideaux, vous voyez, hop. Et en fait, il y a rien du tout dans les rideaux si je regarde plus attentivement, mais hop, ça me fait rentrer dans un état de conscience un tout petit peu différent et hop, ce que je vois, c'est pile poil le visage de la personne qui intéresse mon consultant. Je lui décris. Vous parlez d'un état de conscience modifié? Oui. Vous êtes en état de conscience modifié? Légèrement. Légèrement? Oui, c'est sûr. Oui. Très légèrement, mais bon, c'est un off-on que je connais très très bien, donc c'est pas du tout spectaculaire. Vous avez parfaitement analysé le mécanisme. Ça avait intéressé Bertrand, d'ailleurs, cette histoire, parce que quand j'ai fait des démonstrations pour lui, il est arrivé que nous soyons interrompus par le téléphone, un livreur, bon. Et alors je me lève, je signe mon bon, machin, et hop, je m'y remets. Il disait, mais comment vous pouvez vous remettre là-dedans? Et pour moi, c'est normal. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un état de voyance, je fais ce que j'ai à faire, en entretien, en consultation, je réponds jamais au téléphone. Vous voulez dire qu'il y a deux modes, Christine, celle qui est en consultation et puis celle qui vit sa vie... Oui, mais c'est très unifié. C'est-à-dire que je peux passer de l'un à l'autre c'est une bascule, quoi. Vous voyez? Et c'est une bascule que j'ai vraiment l'habitude de faire et qui me gêne pas. Comment est né votre don, Maude? Écoutez, je sais pas, je crois que j'ai toujours eu, en fait. Comment c'est né, j'en sais rien. Comment je m'en suis rendu compte, alors, c'est très rigolo, c'était très progressif. C'est-à-dire que moi aussi, vous savez pourquoi j'en veux pas aux sceptiques? C'est que je connais leur façon de penser, parce que j'entends penser pareil. Donc, c'est bien, vous savez, c'est comme comment vous expliquer? Face aux sceptiques, je peux parler comme les gens qui ont fait partie d'une secte et qui en sont sortis. Vous savez, les repentis des sectes. Et je pense que j'ai été moi-même une très grande sceptique. Bon. Petite fille, je ne savais pas que je voyais. En revanche, je pensais. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 phases. Je vais vous la faire courte. La première phase, c'est, je ne savais pas que les informations que j'avais étaient venues de manière non sensorielle. Donc je les répétais extrêmement naïvement, comme si ça posait pas de problème, comme si tout le monde pouvait faire la même chose. Il y avait des bugs énormes sur le plan relationnel, donc je comprenais que, ça j'aurais pas dû le dire alors. Bon. Mais j'ai mis, je pense, quelques années à comprendre que les informations qui venaient par des voies non sensorielles et qui n'avaient pas été dites, il fallait pas les répéter. Voilà, ça a été le premier truc. Bon. 12 ans, vous avez 12 ans, une de vos amies, petite fille, vous donne une carte postale. Oui, alors ça c'est la phase 2. Alors la phase 1, c'est j'ai 8 ans, 9 ans, une gamine est dans la cour, je lui dis elle me dit mon chat est parti, il s'est enfui, je dis non, il est mort, je le vois mort, et dans mon esprit, oui, je le vois mort, donc il est mort, où est le problème? Et puis quelques heures plus tard, sa maman lui avoue qu'il est mort, et là le lendemain quand même, elle fait la tête. Et là je comprends qu'il faut pas que je dise ce que je vois. Phase 2, je suis chez une camarade, elle me montre une carte postale très amusante, qui est écrite par son oncle, et là je décris son oncle et la vie de son oncle, qui bien entendu a rien à voir avec la carte postale. Elle me dit dis donc, c'est extraordinaire. Et là avec un culot phénoménal, je lui dis oui, c'est de la graphologie. Voyons, fallait bien que je dise quelque chose. Et la maman, qui était une bonne vivante, une femme très drôle et très, je dirais très très sympathique, arrive avec une carte postale, une lettre écrite par son amant. Il me dit dis donc, tu pourrais voir des choses sur le monsieur aussi pendant qu'on y est.
Voilà, 12 ans. Et là, je lui décris le monsieur qui est marié, qui a des problèmes avec un enfant. Alors, elle valide, mais c'était une femme très simple. Elle me dit, ah bah dis donc, et comment tu fais ça? Mais pas plus épaté que ça. Je dis, mais madame, c'est de la graphologie, d'anecdote. Voilà. Bon, ça c'est adolescence. Après, j'arrête de le dire. Après, ça se concentre beaucoup dans des rêves. Je fais beaucoup de rêves, beaucoup Vous de déclarez avoir peur d'être dangereusement intéressant. Oui. C'est-à-dire que l'épisode pseudo-graphologique m'a quand même donné une petite leçon. Même une grosse leçon, c'est qu'on peut pas rentrer comme ça dans la vie des gens sans susciter un intérêt qui du coup est plus du tout un intérêt qui est lié à vous, mais ce que vous pouvez faire. Puis j'ai eu peur surtout, bon, cette amie était super sympa et discrète et c'est passé comme une lettre à la poste, mais je me suis dit, et demain au lycée quoi? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai compris que là j'étais pas en mesure d'assumer ce que cet intérêt pouvait provoquer, et j'en voulais pas. Voilà, j'en voulais pas. Mais de moi-même, je savais pas ce que j'avais fait. Moi, j'ai pas vécu du tout dans un milieu où la voyance était présente. Justement, le passé familial de Maude Christen. Il est assez tragique, mais enfin, comme beaucoup de gens, tragique relationnellement, pas socialement. Le passé, il est simple, c'est des parents. Il y a une histoire très particulière. Vous souhaitez peut-être que j'en parle. Ma mère a été l'assistante particulière de gens qui étaient les auteurs dramatiques et les hommes de radio connus de son époque. Bon, Louis Ducreux, Francis Claude, André Roussin, etc. Bien, elle vivait donc dans un univers qui était quand même parisien. Et un jour, à 30 ans, elle a épousé mon père, qui était issu d'un milieu modeste. Et qui était à l'époque ouvrier d'usine, ce qui est déjà un choix étrange sociologiquement, parce que vous imaginez aujourd'hui l'assistante d'Arthur qui épouserait un monsieur qui travaille la nuit en usine, c'est un peu étrange. Bon, oui. Moi j'arrive 7 ans plus tard, elle a donc 37 ou 38 ans, elle n'avait jamais eu de désir d'enfant, et elle dit clairement qu'elle fait cet enfant un peu à contre-cœur. Et du jour où je nais, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, elle arrête tout. Et voilà quelqu'un qui, au lieu d'assister avec ses patrons à des émissions de radio, aller à des premières, se retrouve dans 45 mètres carrés, avec un mari qui gagne difficilement sa vie, et une petite fille, qui en plus, en naissant, manque de la tuer parce qu'elle a eu un accouchement épouvantable. Vous imaginez, cet enfant, j'ai été pour ma mère un cercueil. Un cercueil, puisque tout ce qui faisait sa vie a disparu. Alors pourquoi elle s'est infligée ça? Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça m'intéresse même pas spécialement, mais elle se l'est infligée. Et il est clair qu'un tel sacrifice. Vous savez, souvent les parents disent, je me suis sacrifié pour toi, mais c'est une expression. Moi, c'est pas une expression, c'est le sens figuré qui devient le sens propre. Alors, c'est évidemment pas pour moi. C'était son suicide social et personnel, c'est son histoire. Mais comment voulez-vous aimer un enfant qui naît là-dedans? C'est pas possible. Bon. Donc évidemment, elle a été abominable. Puis bon, après, il y a eu beaucoup de problèmes de violence, d'hostilité, et puis l'étrange couple que faisaient mes parents, on vivait totalement coupé du monde. J'étais fille unique dans un univers totalement coupé du monde. Cela voudrait-il dire que vous avez manqué d'amour? Oh c'est plus que ça. Manquer d'amour, c'est vous êtes gentil, ça serait bien si c'était que ça. Non, c'est des persécutions, ça va très très loin. Ça va très 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 loin. Ça va vraiment très loin. Ils étaient au courant de ce que vous aviez en vous? Non, je crois pas du tout. Non, si vous voulez, il y a eu ils ont eu un parcours trop chaotique, trop douloureux eux-mêmes, trop éloigné de la réalité eux-mêmes pour pouvoir percevoir quoi que ce soit de cet ordre. C'est une histoire assez tragique. Leur histoire est tragique. Mais ce n'est pas la vôtre? Non. Non, parce que vous savez, nous entendons souvent les psys dire oui, mais vous renouvelez le schéma que qui a été celui de vos parents et dans vos échecs amoureux, ce sont des schémas que vous renouvelez. Non, alors là, ma fille n'a pas été pour moi un enterrement, au contraire. J'ai eu plusieurs vies communes, dont certaines très amoureuses, très passionnelles, très belles, d'autres moins intéressantes, mais j'ai eu une vie affective riche et plutôt passionnée. Pourquoi vous en parlez au passé? Non, mais parce que par respect et par pudeur pour le présent, on va dire. Enfin, non, parce que vous m'en parlez en termes d'histoire. C'est pas que j'en parle au passé, c'est que je vous raconte l'histoire. Donc je dirais jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une vie heureuse, passionnée, avec des histoires parfois joyeuses, parfois moins. Mais en tout cas,
ces histoires abominables de gens qui sont dans l'hostilité, le mépris et la violence et qui sont incapables d'en sortir, ça c'est pas mon histoire. Voilà, c'est pas du tout mon histoire. Étiez-vous une petite fille qui rêvait? Oh oui, qui rêvait. Oui. La nuit, vous voulez dire? Oui, la nuit. Oui, la nuit, bien Non, pas la évidemment. journée, hein. Vous avez bien les pieds sur terre. Oui, oui. Vous êtes une bonne élève. À un moment où l'école, ras-le-bol, passez quand même votre bac à 17 ans. Oui, mais j'ai des tels gros problèmes familiaux qu'en quatrième, je deviens cancre, hein, Ouais. à partir de la quatrième. Mais j'ai quand même mon bac à 17 ans, oui. Je me rattrape l'année du bac. Mais j'étais pas très intéressée par l'école. Vous savez ce qui m'a sauvée à l'adolescence? Il y a deux choses qui m'ont sauvée, moi, dans la vie, qui me sauvent toujours, bien que j'ai plus besoin d'être sauvée, mais qui sont toujours très présentes dans ma vie et qui me font toujours beaucoup de bien. C'est d'abord les animaux et ensuite la musique. Voilà. Et à l'adolescence, j'aurais pas eu cette relation et cet amour des animaux que j'avais. J'aurais pas, vous savez, j'aimais tellement la musique, comme j'avais pas de sous, je distribuais gratuitement les prospectus d'un magasin de disques et en échange, ils me faisaient venir les vinyles que je voulais de Londres. et j'étais dans le froid devant la gare et je donnais les prospectus et j'avais mes vinyles en échange. Et pour moi, ces vinyles m'ont sauvé la vie. Enfin, le livre que vous venez d'écrire, Maud Christine, Ma vie et l'invisible, oui. Aux éditions Les Presses du Châtelet, un médium lève le voile. Oui. Un médium. Ça aurait été bien de mettre une médium, non? Pourquoi un médium? Oh, c'est Jean Daniel qui a fait Moi, je suis pas bonne ni pour les titres ni pour les bandes. Voilà, les bandes rouges. Mais ce qui est rare dans les livres qui sortent, il y a peu de livres où il y a des photos. Bah écoutez, on a eu envie d'en mettre. On a eu envie d'en mettre. Je sais pas si elle vous plaît. Oui, ce bisou du renard et sans renard. Alors c'est pas alors ça c'est l'hiver dernier. Oui. C'est un je ne sais pas quoi et d'ailleurs si un auditeur savait ce que c'est si on était à la télé, ça m'arrangerait bien. Ouais. C'était dans un parc zoologique et en fait vous savez, j'apprivoise n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ça, c'en est la preuve aussi. C'est des animaux, c'est de la famille des lémuriens, ça paraît clair, que je regardais beaucoup je les regardais tellement. C'était à Engedi, en fait, en Israël. J'avais fait un voyage en Israël l'hiver dernier pour voir la mer Morte, pour aller à Jérusalem. Et à Engedi, qui est un très bel endroit, la soigneuse a eu, je dirais, pitié de moi. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais en anglais, elle m'a dit, mais vous voulez les voir? Vous voulez rentrer dans la cage? Vous voulez les voir? Je dis, bah écoutez, pourquoi pas? Alors je suis rentrée, je me suis assise dans la cage et évidemment, et comme j'ai une relation très particulière et extrêmement bonne avec les animaux, on est arrivé à ce degré d'intimité très rapide, où ils m'ont fait tout un tas de câlins, de bisous, voilà. Oui, cette photo, oui, effectivement, c'est un lémurien. Oui, ça paraît bon. Alors, je suis pas totalement sûre, hein, mais c'est entre le fourmilier et le lémurien, c'est pas trop. Oui, voilà. La lémurie peut-être, mais enfin bon. Et le chat persan qui est à côté de vous. La balinaise, la chatte balinaise, oui, elle est magnifique. Il y a 3 photos de Maud Christine dans ce livre avec 3 animaux différents. Et cette complicité que l'on sent avec ce gros chien. Oui, c'était mon premier chien. J'en ai tellement rêvé de ce chien, toute mon enfance, toute mon adolescence. Tenez, ça tombe bien, nous parlions des rêves. Voilà. Alors vous notez vos rêves. Oui. Et ce sont des rêves prémonitoires. Quels sont les rêves de Maud Christine? Aujourd'hui, quand je suis petite fille, beaucoup de cauchemars, beaucoup de choses horribles, beaucoup de cauchemars. Des rêves dans lesquels c'est assez curieux. J'emploie un euphémisme, mais j'ai eu beaucoup de rêves où j'ai visualisé l'agressivité de ma mère, qui devenait une horrible sorcière avec un pic à glace ou un couteau et qui m'assassinait. Alors, on pourrait dire évidemment vous avez déliré, mais enfin bon, au bout sans rentrer dans des détails qui sont valorisants pour personne. Bon, les persécutions de mes parents sont allées tellement loin, même à l'âge adulte, qu'ils ont quand même fini par être condamnés par la justice pour divers chefs d'accusation me concernant. Dans la mesure où, ils se sont comportés d'une manière qui est répréhensible et répréhendée par la loi, tellement ça a été loin. Et j'ai dû mettre, 15 ans pour réussir à vraiment porter plainte, parce que j'en avais, et quand je me suis trouvée d'ailleurs à porter plainte, le magistrat était assez étonné que je ne sois pas intervenue plus tôt, mais enfin c'est toujours difficile de porter plainte contre ses parents. Donc si vous voulez, l'agressivité de mes parents, je l'ai pas fantasmée. Je veux dire, quand ces problèmes sont devenus trop violents, elle a été vue par une enquêtrice sociale, elle a été vue par des magistrats. Donc c'est pas moi c'est pas mon délire personnel. Or étrangement, à un âge où normalement on est protégé de ce type de savoir, parce qu'il paraît que les enfants peuvent pas vivre en sachant que leurs parents les aiment pas. Moi j'avais ces rêves-là. Alors évidemment je me disais, ma mère
même forcément, bien sûr, tous les enfants pensent ça, mais je savais qu'elle a représenté une dangerosité, ça c'est clair. Je faisais des rêves comme ça. Je faisais aussi des rêves à l'adolescence qui étaient assez extraordinaires. J'avais des très très beaux rêves où je me retrouvais dans des endroits merveilleux, type paradis. J'avais des espèces de voyages comme ça, très étonnants. J'avais aussi une femme qui apparaissait, qui jouait un rôle de guide, qui me mettait en garde. C'était une femme très typée, avec des tatouages, qui était bien en jean, qui était assez physique, animale, un peu dangereuse. Et elle me mettait en garde par rapport à des événements qui se produisaient. C'était les premières manifestations, je dirais, de voyance que j'ai vraiment connues par rêve. Elle me prévenait de choses extrêmement précises. C'était bouleversant. 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 Est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Ah oui, bien sûr. Écoutez, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je vous parlais de scepticisme. Malgré tout ça, qu'est-ce qui m'a décidé? Bon, on fait un petit saut dans le temps. J'ai 21 ans. On parlait de relations passionnelles. Je viens de larguer très rapidement un jeune homme avec lequel j'étais pourtant fiancée officiellement, et je me suis engouffrée dans une passion avec un autre. Je me dis là quand même, qui va fort. J'en parle à une amie, vous savez, on est dans les années 80, on est en 85, et cette amie me dit, va donc voir un psychanalyste. Pourquoi pas? Je choisis une dame qui est psychiatre et psychanalyste. Alors, petit détail amusant, elle habite au-dessus d'une librairie ésotérique. Alors, je dirais pas où par discrétion pour cette dame, mais peu importe, c'est une grosse librairie ésotérique. J'arrive en avance à l'heure de mon rendez-vous, puis je fais les 100 pas sur le trottoir, je regarde la librairie, j'étais fascinée, mais je me dis, mais quelle horreur! Si j'avais su un jour. Je me dis, mais quelle horreur! Je me rappelle, il y avait un bouquin, Les pouvoirs cachés de l'esprit, il y avait une boule de cristal, il y avait un jeu de tarot, il y avait du velours rouge, puis il y avait ces horribles kits pour envoûter vos voisins, désenvoûter votre chien, enfin l'horreur, quoi. Bon, je me dis, merde! Oh, j'étais très impressionnée, je me dis, mais quelle horreur! Et puis bon, le moment arrive, je monte chez cette dame qui était très gentille, très douce, très gentille. Vous savez, j'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi. Bon, j'étais très consciente que ma famille allait pas très bien, donc je dis je voudrais pas reproduire justement, je voudrais pas me produire ce qui se passe chez moi. Voilà. Et puis je me rends compte quand même que je fais des trucs vraiment pas rationnels sur le plan affectif, qui me font souffrir et qui ou me font souffrir ou font souffrir les autres, et ça me prend tellement la tête que j'arrive même plus à penser à autre chose qu'à mes histoires affectives. Bon, ce qui en fait à 21 ans est parfaitement normal, mais moi je le vivais pas tout à fait comme ça. Et la dame me demande de raconter mes rêves. Je m'exécute. Et puis je lui raconte un rêve où je lui dis, voilà, je vois quelqu'un que je connais bien, qui me présente son mari, et son mari est chauve et dégarni, il a des lunettes. Elle se marie avec lui le lendemain du mariage au bord d'une piscine. Il s'approche d'elle, veut lui toucher le dos, et elle lui dit, fiche-moi la paix. Mon thérapeute me dit, pouvez-vous me décrire cette femme? Je dis, oui, c'est une très jolie femme. Il me dit, bon, alors donc, c'est une très jolie femme. Je dis qu'il y a beaucoup de caractère. Il me dit, donc voilà, une femme dominatrice, un homme soumis qui est rejeté. Alors elle commence à élaborer, vous voyez, des théories familiales autour de ça. Elle me dit, est-ce que cet homme, finalement, amoindri, c'est pas une représentation d'image paternelle que vous pouvez avoir, etc. Bon. J'écoute avec intérêt. Le problème, c'est que la personne en question, 3 mois après, me téléphone et me dit, je vais te présenter mon mari. Je dis, d'accord. J'arrive, je vois le monsieur dégarni avec les lunettes. Bien. Chapitre 1. Chapitre 2, il se marie. Chapitre 3, au bord de la piscine de la maison de la mère de cette jeune femme le lendemain. Le monsieur arrive vers cette jeune femme, souhaite lui toucher le dos, et bien entendu, elle se retourne violemment et lui dit, fiche-moi la paix. Voilà. Bon. C'est tout. Alors, le problème, c'est que là, moi, j'ai franchi un pas. Parce que mon rêve, je l'avais raconté. Il y a une très grosse différence entre les trucs que vous notez. Puis vous dites aussi. Il faut quand même être clair. Il y a aussi tout un tas de choses dont je rêve et qui se produisent pas. Il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Vous voyez, bon. Donc, je me dis, voilà, ça, j'en ai rêvé. C'est vachement précis, ça s'est produit. D'accord, mais après tout, alors, évidemment, c'est pas banal pour un mariage, mais je résistais énormément. Le problème, c'est qu'à partir du moment où je l'ai raconté au thérapeute, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose. Et très franchement, j'avais rien envie d'en faire, parce que ce qui m'intéressait à l'époque, c'était d'écrire. J'avais eu la chance immense d'avoir une lectrice dans une grande maison d'édition qui voulait me publier, ce qui est un truc extraordinaire. Quand vous imaginez 21 ans, vous avez Claire Martin Dugard, la petite fille de Martin Dugard, qui vous dit, écoute, ce que tu fais, c'est vraiment bien, et j'aimerais bien proposer ça à la maison d'édition pour laquelle je travaille.
Mon but, c'était de terminer ce bouquin. Voilà, c'était tout ce qui m'intéressait. Or, je travaillais dans la communication et j'avais un poste qui était déjà assez bien dans la mesure où j'étais responsable du développement d'une petite centrale d'achat d'espace. Ça me prenait beaucoup d'énergie, évidemment, et j'aimais pas trop ça. Mais bon, je le faisais pas trop mal puisque mon patron était content, mais j'aimais pas trop ça. Et j'avais pas l'énergie pour travailler après, pour écrire. Et j'en parle à ma meilleure amie, qui était une femme extraordinaire, qui avait 20 ans de plus que moi. Je lui dis, écoute, je m'en sors pas. Elle me dit, bon, moi j'ai une idée, tu viens chez moi 15 jours par mois à Aix, mais les 15 jours autres, tu te débrouilles. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je dis, merci infiniment, t'es un amour, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse 15 jours par mois à Paris? Mais pardonnez-moi d'être quelque peu provocateur, vous n'aviez pas vu ce que vous seriez? Non, bien sûr que non. Hein? Vous savez, c'est souvent cette question que l'on pose. Le voyant ne voit rien pour lui. Si. Oui. Mais je l'avais. Vous savez sur quelle forme je l'avais vu? Le personnage principal de mon roman était guidé et aidé par une femme qui était voyante, alors que jamais je m'étais intéressée à la voyante. Donc c'était le deuxième principe. Une voyante. Alors, je vais vous dire un truc assez fou. Cette voyante, je l'avais fait habiter à 2 numéros de l'immeuble où j'habite aujourd'hui. Dans mon livre. Je l'avais localisé là. Et c'est l'immeuble où j'habite aujourd'hui que j'ai pas vraiment choisi. Où est mon cabinet. Le personnage principal, c'était un avocat. J'étais en train de faire des études de droit. Et je le faisais être guidé et conseillé par une femme qui était beaucoup plus âgée que lui, qui était voyante, et qui vivait là où je vis aujourd'hui. Qui vivait dans le pâté de maison où je vis aujourd'hui. Voilà. Donc j'avais vu, c'était présent, mais je ne savais pas que ça allait me concerner moi. Vous savez, pour pouvoir se penser voyant, on en revient à la question tout à l'heure du recrutement des gens dans une profession. Pour pouvoir se penser voyant, faut avoir envie d'être voyant. Hein. Quand on vous appelle, bien sûr, faut déjà pouvoir le penser. Vous savez, quand les gens appellent en disant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, on l'a dit en rigolant, c'est bien parce qu'ils espèrent rencontrer quelqu'un. Quand vous dites je vais devenir voyant, c'est quand même que ça vous attire d'une manière ou d'une autre. Bon, l'image de la voyance, c'est ce que j'étais moi à 21 ans. C'était impensable, quoi. J'étais parisienne, je travaillais dans la communication, c'était un métier très prestigieux, j'allais pas faire la voyante extra-lucide. C'est ce que j'ai dit à Anne-Marie. Je lui ai dit, mais attends, ça va pas, non et puis quoi encore? Je lui ai dit, si je plante mon bouquin, je fais quoi après pour retrouver du boulot dans la com? Elle me dit, je sais pas, on va te trouver un pseudo. Et c'est comme ça qu'en 10 secondes, j'ai été baptisée Maud Christelle. Donc ce n'est pas un rêve Non, ça c'était pas un rêve. Ce qui était un rêve, c'était que 6 mois avant, j'avais fait le rêve des tests de Rorschach, vous voyez, qui m'étaient apparus en rêve. Que vous allez expliquer à celles et ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà, ce sont des projections d'encre qui sont faites sur une feuille de papier qui est ensuite pliée et ouverte. Le test de Rorschach, c'est de faire dire aux gens ce qu'ils pensent voir. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je suis pas une spécialiste de ce test. Mais enfin, dans mon rêve, ce que je voyais, c'était ça. Une projection d'encre sur une feuille qui était fermée, ouverte. Et le dessin qui apparaissait, dans mon rêve, m'était apparu comme une solution pour moi, une solution extraordinaire pour moi. Et ça, je l'avais écrit dans mon carnet de rêve. Or, je voyais pas en quoi ce test, je savais que c'était un test de Rorschach, pouvait avoir une quelconque importance pour moi. Donc ça ne vous a pas influencé en quoi que ce soit? Mais pas du tout. Pas du tout, simplement j'en ai rêvé. Or il se trouve que pendant 2-3 ans, c'est la méthode que j'ai utilisée en consultation. Alors que je l'utilisais pas du tout comme un test de Rorschach, puisque les gens projetaient leur encre, je fermais le papier, et c'est moi qui avais des visions en regardant l'encre. Donc Maud Christelle, à aucun moment dans votre enfance, adolescence, vous n'avez jamais pensé, quand je serai grande, je serai voyante? Moi, dans mon enfance et mon adolescence, je pensais quand je serais grande, je serais morte. Donc, je vous la fais courte. J'exagère un peu. Moi, j'avais quand même écrit sur les fiches scolaires, qu'est-ce que vous voulez faire? J'avais mis psychologue. Et j'ai approché. Mais non, en fait, très tôt, je pensais que j'allais être auteur, puisque j'écrivais, j'ai toujours écrit, donc je me disais, c'est ça, c'est la voix. Voilà, c'est la voix. Quelle est l'importance de la télépathie pour Maud Christelle? Je sais pas, je pense que c'est un détonateur qui permet parfois d'arriver à la clairvoyance, mais pas toujours, parce que je peux avoir des expériences de clairvoyance sans qu'il y ait de télépathie, du tout. Par exemple, dans le film de Marie-Monique, le professeur Norman Dunn me présente des enveloppes scellées, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça m'empêche pas de pouvoir décrire le contenu. Je pense que la télépathie joue comme vous savez, comme ces briquets qu'on met près du gaz et qui allument un truc. Je pense que ça allume un truc. On s'amusait avec mon compagnon, on a eu des moments hyper drôles quand on préparait le film de Marie-Monique. Parce que avant de s'endormir, je m'exerçais à faire de la vision à distance. Ou de la télépathie. Alors, je lui disais, pense à quelque chose. Il dit, je suis fatigué. Et fais un effort, pense à quelque chose. Je lui décrivais ce à quoi il pensait. Voilà. Comment se passe une journée de Maud Christelle?
Vous savez, en dehors des consultations, c'est quand je suis à la campagne, c'est des marches, beaucoup de marches. Je peux aller jusqu'à 15, 20, parfois 25 kilomètres par jour. Donc c'est une journée assez sportive. Voilà. Quand je suis à Paris, c'est de la gym et de la musculation tout le temps. Oui, mais j'adore ça. Vous pensez à quoi quand vous marchez? Je dis des mantras. Et en plus, dans la nature, je suis dans une telle communion avec les éléments que je vis dans la nature, je vis quelque chose d'extraordinaire. C'est mon élément. C'est mon élément. Donc, c'est beaucoup de marche, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de prière, c'est beaucoup d'échanges intimes aussi avec ceux que j'aime, quand ils sont présents, quand ils sont plus loin, beaucoup de conversations. Mais c'est quand même beaucoup de lecture et beaucoup de solitude. Je suis très solitaire. Vous parliez de Marthe Robin tout à l'heure. Oui. Mystique, Marthe Robin. Oui, évidemment. Avez-vous ce côté? Je sais pas ce que c'est être mystique. Pour moi, être mystique, c'est être vivant. Ouais. Donc, comme si vous me dites, vous respirez. Oui. Bonne question. C'est pareil, c'est aussi naturel. Oui, bien sûr. Mais je vais vous expliquer ça. Pour moi, la spiritualité, elle est partout. Quand j'ai commencé à faire de la méditation, c'est devenu encore plus clair d'ailleurs. Ma perception, si vous voulez, bien souvent, quand je ne consulte pas ou quand je ne lis pas, quand mon esprit est libre, j'essaye, bon, évidemment, de l'avoir le moins encombré possible. Je réussis pas toujours, hein. Parfois je suis encombrée par, comme tout le monde, mes problèmes, ma liste de courses, un rendez-vous raté, bon voilà. Mais sinon, ce que j'essaye de faire, c'est chaque chose avec conscience et application, et d'être pleinement ici et maintenant dans ce que je fais. Et vous voyez, moi, ma mystique, c'est que je peux faire la vaisselle et avoir la sensation d'être parfaitement à ma place, de faire exactement ce que je dois, et que tout est bien, et que tout est merveilleux, et d'être envahi par une sensation à la fois de clarté, de paix, de clarté, et de... Je sais pas comment vous expliquer. Une espèce de sensation. Mais vous êtes en harmonie lorsque vous avez participé au sûr. tournage du film Clairvoyance et spiritualité. Oui, bien sûr. Hein? Oui. J'ai adoré la rencontre avec Nechung, l'oracle de sa sainteté le Dalai Lama. J'ai adoré cette rencontre. Ça a été une chance extraordinaire. Pour moi, aucun voyant occidental a jamais pu approcher l'oracle officiel de sa sainteté. C'est un privilège absolument extraordinaire. Et ce que j'ai découvert chez Nechung, bon, non seulement c'est des capacités psychiques extraordinaires, quand pendant le Teno Tse Chu, il a des trans avec des informations un peu plus précises, lui et d'autres oracles, mais c'est surtout la bonté de cet homme, sa simplicité, son humilité, sa générosité. Bon, Nechung est un moine qui est extrêmement éveillé spirituellement, donc j'irai pas 3 secondes me comparer à lui, ça serait du plus mauvais goût, parce qu'on n'est vraiment pas au même niveau. Mais je dirais dans son amour, par exemple, de la nature et des animaux. Nechung est quelqu'un qui, chez lui, a préféré faire un trou dans le plafond pour laisser passer un arbre que de le couper. Alors, au fond de moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est rigolo, parce que moi, quand je suis dans la nature et que je vois des insectes qui sont retournés, donc en train de péricliter, je les remets droit. Parce que j'aime pas l'idée. Je me suis dit, c'est rigolo. Cet homme qui se dit, bon, bah voilà, j'ai un arbre qui pousse chez moi, on fait comment? C'est pas grave, on fait un trou, on coupe le plafond. J'adore. Oui. Qu'est-ce que j'ai aimé un insecte qui périclite et le remettre dans le sens où il devrait être. Bah oui. C'est admirable aussi. Ça peut faire sourire. Pour moi, mais pour moi c'est normal. Je peux vous expliquer. Puisque je suis là, que je passe, vous et avez je peur peux des le faire, araignées, je Maud? le fais. Non. Des moustiques? Pas beaucoup de plaisir. Non, j'évite. Citronnelle. Voilà. Non, mais ça m'a fasciné, le rapport qu'il a avec les gens. En plus, Nechung est guérisseur. Il y a des gens qui traversent l'Himalaya à pied pour pouvoir être bénis par lui. Il a fait sous mes yeux un rituel qui a guéri une jeune fille très clairement de crise d'épilepsie. Bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je peux pas me mesurer 2 secondes à quelqu'un comme ça, c'est pas la question. Mais vous n'y avez jamais pensé? Non. La question, elle est de comprendre. Ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est Bon, toutes ces rencontres ont été merveilleuses. J'ai rencontré Kuntul Rinpoche, qui est un grand maître réalisé, qui est chargé par sa sainteté le Dalai Lama de s'occuper des voyants et de s'occuper donc de ces oracles, de les éveiller et de canaliser leurs énergies. Bon. En fait, cet homme m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Il m'a dit, vous savez, en fait, voir, c'est naturel. Dès que l'esprit est purifié d'un certain niveau de vibration, tout le monde voit. Il dit, c'est normal. Moi, si on sonne à la porte du monastère, je vois aussi. C'est normal de voir. Il dit, c'est parce que l'esprit est emprisonné dans des niveaux difficiles et douloureux qu'il ne voit pas. Parce que sinon, c'est normal de voir. Pour un Tibétain, la clairvoyance et la précognition, c'est l'état normal. C'est si ça se produit pas que c'est pas normal. Alors vous comprenez, on est dans des cultures inverses. C'est pas que c'est pas comparable, c'est que ça n'a...
bon, c'est ce qui est, vous diriez dans un univers comme ça, je crois pas à la voyance, ce serait à peu près aussi malin que si vous disiez ici, je crois pas à la pesanteur, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas évident pour un animateur de radio d'être en face de Maude Christen, comme d'autres. Oh, mais vous, voyons. ça me fait très plaisir que vous soyez là. Moi, je suis Maude. ravie d'être avec vous ce soir. De pouvoir penser, mais est-ce qu'elle peut anticiper mes questions? Non. Alors, comment vous expliquer? Là, moi, j'ai un système on et off, parce que sinon, je pourrais plus vivre. Quand je travaille avec vous, il y a une espèce, je sais pas comment vous expliquer, j'ai un espèce de contrat de loyauté avec les autres, qui fait que, bon, je peux utiliser mes ressources et mes capacités pour savoir ce que j'ai envie de savoir. Ça, c'est normal. Mais, vous voyez, vous me recevez dans votre émission, le truc est pas d'essayer de pénétrer en vous, de savoir des choses sur vous. D'abord, ce serait totalement malveillant, puis ensuite, c'est pas que vous ne m'intéressez pas, mais si vous m'intéressez, je préfère qu'on parle ensemble que de procéder de cette façon. Bien sûr. Voilà. Donc ça ne se produira pas. Moi, il y a des questions sur lesquelles j'ai pas envie de savoir, par exemple, parfois parce que je me suis engagée, donc de toute façon comme je suis de parole, je me dédierai pas. Donc certains trucs, je dis ok, puis après je me dis t'aurais peut-être pas dû. Bah oui, mais c'est trop tard. Bon, alors après je vais pas les regarder. Si ça se passe mal, je vais être mal, donc c'est pas la peine. Autant que je le sache pas. Puis il y a des questions graves sur lesquelles parfois j'ai pas envie d'avoir une réponse. Vous voyez, l'état de santé de quelqu'un que j'aime et qui est vraiment malade. Je vous vais pas répondez aller aux demander. questions de santé? Alors oui, non. Oui, quand on peut faire quelque chose, je veux bien donner des informations sur ce que je ressens, pour essayer d'améliorer les choses. Maintenant, quand je vois des catastrophes, évidemment, je le dis pas. Bon, sauf si il s'agit pas de catastrophe, mais de la fin de processus, parce que il m'est arrivé. Vous voyez, j'ai une de mes grandes amies qui, quand elle est venue me voir il y a 20 ans, n'était pas une amie et elle était en train de perdre son mari et elle le savait puisqu'il était très malade. Et je lui dis, vous savez, au moment de partir, il aura un très très gros problème respiratoire. C'était pas du tout sa pathologie. Et ayez chez vous quelque chose qui puisse type ventoline, parce que ça va être vraiment terrible. Et en fait, Dieu merci, elle m'a écouté, elle a fait prescrire à son médecin ce qu'il fallait. Et en effet, ce monsieur a eu les 5 dernières minutes de sa vie les plus pénibles qui soient, puisqu'il était en train de s'étouffer. Avec la ventoline, il s'est pas étouffé, il est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Mais sinon, il serait mort étouffé, ce qui est quand même une horreur. Bon. Et ça m'est arrivé dans bien des cas de pouvoir éviter. Pas toujours, mais je comprends, de pouvoir dire, voilà, telle personne est très malade, quand il y aura tel et tel signe physique, quand il se passera telle et telle chose, là, ça sera vraiment la fin. Et ça, c'est formidable parce que ça permet, quand ça marche, parce que parfois on échoue, mais ça permet, quand on aime quelqu'un, d'être avec lui jusqu'au bout. Le dernier moment. Voilà, d'être avec lui jusqu'au bout. Donc vous êtes dans l'aide, là. Là, vraiment. Enfin, l'aide, je fais mon boulot. Oui, d'accord, oui. Ça aide, mais c'est que je vois ça, ou que je vois l'intérêt de se procurer un magasin, pour moi c'est la même chose. Vous voyez. Est-ce que des personnes vous ont demandé la date de leur mort? Oh, quelle horreur. Non, j'ai pas encore eu ça. Non. Ça ne vous est jamais arrivé? Ah bah non. Vous en avez de la chance. C'est arrivé à des confrères? Oui. Oh non, j'ai pas eu ça encore. Quelle différence y a-t-il entre voyance et clairvoyance, Maude Christen? La voyance, c'est un mot fourre-tout, en fait. C'est un mot dans lequel on met tous les phénomènes où on met télépathie, clairvoyance, précognition. Et on fait un prix de gros, pas voyance. Bon. Vous êtes clairvoyante et clairaudiente? Oui, parce que je peux avoir des... Alors, cette idée de clairvoyance, j'essaie de l'expliquer, apparemment c'est un mode de fonctionnement qui m'est propre, mais d'autres confrères fonctionnent pas comme ça. Moi, j'ai jamais vu d'image. Vous voyez, les gens qui jouent à des images, je vois pas d'image. Je vois comme vous vous souvenez. Bon. Par exemple, à la fin de cette soirée, je serai plus face à vous. Bon, il y a on vous dit décrivez Maude, vous pourrez me décrire, mais il y a des choses dont vous vous souviendrez pas. Donc vous aurez une vision globale. Bon. Moi, je vois de cette façon-là. Je vois comme vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent. Alors, on peut aussi se souvenir on se souvient d'images, on se souvient d'odeurs, on se souvient de sons, on se souvient de tout. Donc, le souvenir convoque tous les sens. Et en ça convoque tous mes sens physiques. Donc, bien sûr, je suis clairaudiente, puisque il peut m'arriver, par exemple, de dire aux gens, par exemple, je me branche sur une adresse, je dis à la personne, tiens, là, vous habitez à un étage très élevé parce qu'il y a une vue plongeante et c'est un endroit horriblement bruyant. Comment je le sais? Parce que je sens la sensation du bruit, de l'usure par le bruit. Donc bien sûr, je suis clairaudiente. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce ne sont pas les bruits, c'est la sensation qu'il y a du bruit. C'est la sensation qu'il y a du bruit. C'est plus subtil, c'est pas le bruit. De même, vous parlez des problèmes de santé. Vous voyez, quand je suis, par exemple, en entretien face à quelqu'un, on me donne un prénom, et je dis il a mal à l'épaule. Pourquoi? Parce que je sens, moi, mal à l'épaule. Mais c'est pas mal à hurler. C'est le souvenir de ce que serait une douleur à l'épaule. Ce qui est très différent, vous voyez.
Je dis, par exemple, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes intestinaux. Et à ce moment-là, j'ai le sentiment de me rappeler très vaguement ce que c'est que d'avoir mal au ventre, même si c'est quelque chose qui est pas du tout mon truc. Vous voyez ? Donc c'est, Dieu merci pour moi, c'est très filtré, mes trucs. Vous voyez ? C'est pas frontal. La seule fois où ça a été frontal et où j'ai vraiment beaucoup souffert, c'était pendant le film de Marie-Monique Robin, cette expérience de Gansfeld. De Gansfeld était une technique qui permet de développer des capacités psy chez des gens qui n'en ont pas forcément à la base. Et en fait, on a un bruit blanc dans les oreilles, on a une lumière rouge qui tape là. Et ce qui s'est passé pour moi... Et on le voit sur votre visage que vous souffrez. Et ça inhibait mes défenses habituelles, et les informations que j'ai reçues, je les ai reçues comme si ça se passait pour de vrai. C'était une horreur. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout le recul, je vivais les choses émotionnellement. Avez-vous eu l'envie d'arrêter ? Non. À ce moment-là ? Non, parce qu'il fallait aller au bout, là. Non, il fallait aller au bout. Malgré la douleur bah bien sûr. Non mais attendez, là on avait fait le voyage pour ça, donc il fallait aller au bout. Ce que j'ai simplement compris, c'est que qu'il fallait que je fasse attention aux expérimentations, parce que certaines expérimentations n'étaient pas faites pour moi. Parce que dans mon état naturel, si je puis dire, j'ai vraiment des protections qui font que je suis pas du tout gênée par ce que je vois, même quand c'est tragique. Alors que là, c'était très comique, parce que le film qui était projeté sur un autre écran et que j'étais censée télépather, c'était un film de science-fiction des années 50 qui s'appelle The Sea Monster, qui est une véritable monstre en carton-pâte. Enfin, c'est grotesque, ça ferait rire un enfant de 5 ans. Mais moi, je l'ai vécu totalement au premier degré. Et j'ai dit, voilà, il y a un truc énorme, de dresser devant moi, qui va m'agresser, j'ai le cœur qui bat, et c'était vraiment comme une agression, comme si j'avais été agressée par un tyrannosaure. Vous étiez présente le jour où ça a été projeté par Canal+, hein ? Bien sûr, oui. Parce qu'imaginez-vous, il y a quelques mois, il y avait Ronki. Ah oui, Ronki que j'adore. C'est un monsieur formidable, formidable. Et en plus, on ne peut pas soupçonner Ronki d'être un charlatan. Ah non, il a démasqué. Ronki a fait un très beau travail parce qu'il a démasqué. L'homme à la moto. Oh oui, c'était bon. Ça a été terrible pour des gens comme Alexandre Balou qui sont vraiment des gens très bien et qui se sont fait avoir en toute bonne foi parce qu'il y avait aucune. Alexandre Balou, c'est un monsieur tout à fait intègre et s'il avait su, jamais il aurait fait ça, jamais. Mais sans Ronki, ça passait à l'as. Vous voyez, c'est quand même formidable. Moi, il m'a beaucoup appris, Ronki. D'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié quand il m'a dit, en fait, voilà, les enveloppes, faut pas que ce soit... Je lui ai dit, mais comment ça peut se passer la fraude en voyant? Il m'a expliqué qu'il y avait comme du fluide glacial qu'on mettait sur les enveloppes. Pas vraiment du fluide glacial, mais quelque chose qui rendait l'enveloppe transparente quelques instants. Oui. Alors, Dieu merci, moi, dans mes protocoles, on utilisait toujours des enveloppes avec des bulles, toutes les magouilles à la Majax, voilà. On les connaît toutes, hein, voilà. Ronki, hein. Mais c'est génial, oui. Voilà. Donc, je le trouve... Puis bon, il fait un très beau travail. Il fait vraiment un très beau travail avec son comité. Souvent, on entend des voyants qui font appel à leur guide. Oui. En avez-vous un ou plusieurs modes? Alors, moi j'ai 2 modes de fonctionnement. J'ai un mode de fonctionnement en entretien et puis j'ai un mode de fonctionnement pour moi avec mes bouquins. En fait, j'emploie pour moi-même un protocole qui est le suivant. C'est que j'ouvre des livres et je considère que la réponse est au-dessus de mes pouces. Bon. Je note ces phrases et j'obtiens non pas quelque chose de décousu, mais des tests qui sont très très précis sur le plan sémantique. Qui ont un champ sémantique très défini et qui sont des réponses très très claires. Hein. Bon, parfois faut un tout petit peu décoder, mais enfin c'est pas Nostradamus, hein, c'est quand même très 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 facile à décoder. Bon, cette intelligence, au début quand j'ai commencé à parler, elle parlait, je dirais petit nègre. Après, elle a parlé à peu près comme tout le monde, et maintenant c'est des vraies conversations et il y a une profondeur à la fois philosophique, spirituelle, intellectuelle incroyable dans ces conversations. Bon, la question c'est qui c'est. Bon. C'est la seule question à laquelle ce guide n'a pas voulu me répondre. Voilà. Ou j'ai pas compris, je sais pas. Mais bon, ça parlait de naissance, du fait que c'était avec moi depuis ma naissance. Bon, en fait voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'agit d'une part supérieure de mon propre esprit sur laquelle je serais connectée, comme vous voyez, comme mon micro est connecté avec un jack à votre ampli, hein, ou si d'une certaine manière, à force de faire des va-et-vient et d'augmenter cette connexion, j'avais de plus en plus d'informations et je cultivais non pas cette partie de moi-même qui est supérieure à moi-même, mais si cette partie de moi-même arrivait à s'exprimer de mieux en mieux parce que le lien était de plus en plus fort, un peu comme un couple qui s'aime. Plus on se connaît, plus on s'aime, plus la tendresse est forte et j'ai envie de dire, plus l'intimité est grande. Et là, il y a cette intimité qui est de plus en plus grande et cette précision de réponse de plus en plus grande. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est une part extérieure, supérieure de mon esprit à laquelle je me connecte ou si c'est une intelligence extérieure. Je ne le sais pas. Alors, j'ai pris une décision. Et si vous aviez à choisir, qu'aimeriez-vous ? Deuxième solution ? Ça m'égale, en fait. Parce que de toute façon, c'est la même chose. C'est là où je veux en venir. Vous allez voir, je vais vous faire un truc. Je sais pas si vous allez me suivre, là. Bon,
Première hypothèse, c'est une partie supérieure de mon intelligence. Deuxième hypothèse, c'est un esprit supérieur, indépendant, autonome, un ange, un guide, ce que vous voulez. Bon. Si c'est un ange ou un guide, écoutez, je préfère le penser comme ça dans ma réalité aujourd'hui parce que je me dis, j'aimerais pas avoir quelqu'un qui est aussi merveilleux, disponible à chaque instant et qui me répond avec autant d'intelligence, autant de finesse, en me remettant dans les clous, en me remettant droit dans mes bottes quand je vais de travers, en me disant ce que je dois faire, en me prévenant. Enfin, c'est extraordinaire. J'aimerais pas penser je, alors que c'est nous. Ça serait pas sympa pour lui. Donc, je préfère penser nous. Bon. Mais si c'est une part de mon esprit, une part supérieure de mon esprit, c'est quelque chose de tellement supérieur à moi, de tellement bienveillant, de tellement fin et affûté, que de toute façon ça me ressemble plus, donc c'est plus moi, parce que c'est pas mon ego, vous voyez, c'est pas ma petite personne à moi. Donc quelque part, j'ai envie de dire grossièrement, on s'en fout, quoi. Parce que ou c'est un autre, ou c'est une part de moi qui est tellement, tellement épurée que c'est plus du tout moi. Quelle importance, vous voyez. Voilà, comment je conclurai la chose. Est-ce qu'un voyant est spirituellement plus éveillé ? J'en sais rien. Il y a des gens qui sont, à mon avis, plus généreux, plus altruistes que moi et qui n'ont pas de capacité psychique. Voilà, ça j'ai envie de le dire. Qui passent leur vie à faire du bien aux autres sans s'autoriser à les faire chier pour autant. Ça c'est une race qui existe aussi et c'est pas des gens bien. Il y en a beaucoup, ils sont très nombreux ceux-là. Bon, donc il y a des gens qui sont absolument extraordinaires et qui n'ont aucune capacité psychique. Et en revanche, il y a des vrais dingues, particulièrement malfaisants et particulièrement dangereux sur le plan moral, qui peuvent avoir des capacités psychiques. Voilà, donc j'ai pas de... Alors les Tibétains, eux, évidemment, Contrôle Rinpoche, il part du principe que quand on est voyant, c'est que c'est une promotion sur le plan karmique. Mais ça, je pense que c'est juste dans sa culture. Dans la nôtre, je me résiste pas à vous raconter cette histoire. Je recevais à un moment des lettres qui avaient été écrites dans un HP par un monsieur qui était enfermé là parce qu'il avait essayé de tuer des gens. Et c'est quelqu'un qui était dans un grand délire mégalomane. Alors, il a été plein de réincarnations, suivant les lettres. C'était Jules César. Jésus, il l'a pas fait, mais je crois qu'il avait tenté quelques pharaons quand même, en une demi-douzaine de lettres. Et on en était à Ménophis II quand il m'a dit un jour, vous allez avoir un ami qui est vachement beau physiquement, qui va vous inviter à un spectacle comique parce que je vous vois rire. C'était rigolo, j'avais un copain qui en effet est très beau physiquement et qui me dit tiens est-ce que tu veux aller voir un tel ? Puis on allait voir un tel, on a bien rigolé. Voilà, 2 jours après. Et ce monsieur me faisait comme ça des coups. Si je puis dire. Puis un jour, il est mort. Bien entendu, il ne vous a pas influencé. Non. Non, puisque l'invitation est tombée par téléphone 3 jours plus tard. Tiens, voilà, j'ai des places pour. Est-ce que tu as envie d'aller voir ? Voilà, point. Il m'avait prédit aussi. Il m'a dit, vous allez avoir. Dites donc, va y avoir des sacrés problèmes autour de chez vous. Va y avoir des sacrés problèmes. Puis j'habitais en fait à ce moment-là devant le bois de Boulogne. Et en effet, il m'avait dit, oh là là, il y a de la violence et des bagarres. Puis un samedi soir, je sors et puis en effet, j'habitais dans un quartier où il y avait pas mal de prostitution. Il y avait des jeunes qui étaient venus agresser des travestis et la police était là. C'était vraiment une grosse bagarre. Bon, voilà. Donc il a fait pas mal de choses comme ça. Mais ce monsieur, indépendamment du fait d'avoir essayé de tuer des gens, c'était un vrai méchant. Bon, il est décédé. Quelqu'un de sa famille est venu me voir parce que elle a retrouvé des lettres, etc. Il a été interné pendant 20 ans, quasiment au long cours. Donc on peut pas dire que c'était quelqu'un d'évolué spirituellement. Vous parliez des livres que l'on ouvre au hasard, oui, qui n'existent pas. Non. Il n'y a aucune différence entre ce qui t'arrive et ce que tu es. Ah. Elle est belle cette phrase. Vous l'avez vraiment chopé comme ça ? Oui, au hasard. C'est génial. Ouais. Ouais. Non, elle est belle cette phrase. Ça, il n'y a génial. aucune différence entre ce qui t'arrive et ce que tu es. Oui, c'est une phrase qui m'a été dite dans un dîner et qui a été dite par un maître, mais je sais pas lequel. Et ça m'a soudain tout éclairé. C'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, je comprends tout. En fait, ce que je décode, c'est les correspondances secrètes qu'il y a entre ce que nous sommes, qui est la somme de ce que nous avons fait, pensé et été, de ce que nous faisons, pensons et sommes, et ce que c'est en train de produire comme répercussion karmique dans nos vies. Voilà, c'est le lien qu'il y a entre ce que notre code barre et la manière dont il va sonner à la caisse, pour vous la faire au champ. Lorsque j'entends une question comme « Est-ce que je vais réussir mon examen ?», que répond le voyant ? Le voyant, il voit pas le moment où on a le bac en main. Il tricote une réponse à travers l'utilisation d'un art divinatoire, comme le tarot ou d'autres supports.
c'est un support, hein, mais ce n'est pas le tarot qui va répondre. Non, le tarot il répond rien du tout. Le tarot c'est des bouts de carton. Bon, ce qui répond c'est la partie. Comment ça se passe? C'est ce que j'étais en train d'expliquer hier aux étudiants de Silvia Mancini. Ils étaient une cinquantaine, ils étaient très intéressés. Ils sont des étudiants en sciences des religions à l'université de Lausanne. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un acte divinatoire? D'abord, vous partez du principe qu'il y a une part de vous qui va être capable de choisir le bon bout de carton parmi les cartes retournées. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà une transgression dans notre culture. Bon. Vous posez votre question. Ça veut dire que vous partez du principe qu'il y a une résonance entre une question que vous posez consciemment et vos mains qui vont inconsciemment choisir des morceaux de cartes. Bon. À quoi ça sert? Ça sert à tricoter un dialogue avec l'invisible de manière à pouvoir, c'est comme un coup de sonde, un jeu de tarot, un tirage de tarot. C'est une échographie de l'invisible. Vous voyez? On rentre on pose sa question qui va orienter notre choix de cartes et de même qu'un bateau lance une sonde pour savoir s'il y a des récifs, on a, grâce au jeu de tarot, ce qu'il va y avoir dessous. Voyez. Alors, évidemment, c'est plus ou moins net. Le tarot ne prédit pas le futur. Il prédit si c'est possible, et de quelle façon c'est possible. Vous voyez, quand on faisait de la scapulomancie en Chine en 1370, avant notre ère, et qu'on brûlait des écailles de tortue, et qu'on obtenait des réponses, les Chinois avaient des petits carnets dans lesquels ils notaient si c'était un petit bonheur, un grand bonheur, quelque chose de très favorable, défavorable, voire une grosse catastrophe. Le tarot, c'est ça, c'est est-ce que ça va marcher et dans quelle proportion? C'est un genre d'étude de marché, au fond. Alors, souvent c'est décevant parce que, vous savez, ils ne répondent que par rapport à ce qu'ils trouvent, et ce qu'ils trouvent c'est ce que vous avez fait. Alors quand vous êtes un élève très 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 mauvais, le tarot va répondre non. Non madame, votre fils n'aura pas son bac. Ah ben je suis pas étonnée parce que il est vraiment nul, me dit la maman. Mais il n'a pas travaillé en plus. Il n'a pas travaillé. Oui. Quand je tombe sur un tarot excellent, ah ben ça m'étonne pas parce que de toute façon il est très bon élève. Bon. Et puis parfois je tombe sur un résultat moyen. Je suis obligée de dire bah écoutez c'est pas très net là, hein. On n'est pas sûr, ni qu'il l'est, ni qu'il l'est pas. Et la personne me dit, bah alors vous servez à quoi? Mais, tout simplement parce que la divination ne tranche pas sur tout. Et vous vous rappelez, vous, le Brésil, vous aviez vachement potassé le sujet. Ah, hein. j'ai du bol. Je vois que vous avez quel bonheur d'être dans une émission en livre au livre. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait plaisir. Merci. Non mais c'est vrai. Vous pouvez pas savoir. C'est une rareté. Pas en Belgique. Les Belges sont très sérieux et les Suisses aussi. Donc le Brésil, c'est la veille de mon baccalauréat. J'avais pas du tout travaillé et je me suis déchaînée sur le Brésil en étant persuadée que ça allait marcher. Voilà. Et puis ça a marché. Vous écrivez un peu plus loin dans ce livre Ma vie et l'invisible. Car le futur, à mon sens, fonctionne comme un système de résonance complexe et subtil, obéissant à des lois physiques encore inconnues, pour lesquelles il n'est pas aujourd'hui possible de penser un modèle théorique, mais aussi qui existe cependant. Nous ne savons pas depuis si longtemps ce qu'est la foudre, mais nos ancêtres n'ont pas attendu d'en avoir une explication scientifique pour apprendre à s'en protéger. Oui. Phrase importante, ce qui nous arrive n'est que l'écho de nous-mêmes. Oui. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est nous. Synchro. Oui, une synchro. Ce qui signifie que certes, il y a ce que nous avons fait qui joue, mais ce que nous sommes en train de faire, mais aussi de penser, influence notre futur. Et moi, ce que je scanne quand on vient me voir en entretien, c'est la somme de ce que vous avez fait et pensé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut se retrouver dans une situation où on voit une dame auquel on annonce une rencontre avec un homme un peu dangereux, auquel il faudra faire attention parce qu'il est violent. Et en effet, 2 ans plus tard, cette dame a une liaison avec un monsieur qui était un gendarme, qui était réformé de la gendarmerie, ce qui est grave, puisqu'il a été suffisamment violent pour se faire sortir de la gendarmerie. Relation dramatique dont elle sort. Elle entreprend de s'engager, très abîmée moralement et psychologiquement, elle entreprend tout de même de s'engager dans une vie associative intense qui lui permet d'évoluer. Elle fait une thérapie, je crois, par la sophrologie ou par l'hypnose. Et cette dame entreprend vraiment de changer sa vie. Elle revient me voir, je me souviens plus d'elle. Et je lui annonce la rencontre avec un monsieur qui est artiste, qui a des problèmes de santé, qui est quelqu'un d'extrêmement compatissant. Et quelques mois plus tard, elle rencontre un monsieur qui est sculpteur, qui a de graves problèmes de santé, et qui est l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui. Bon. Pourquoi ce monsieur m'est pas apparu en 95? Parce qu'en 95, ce qu'elle était, ce qu'elle avait produit, ça nous amenait le monsieur réformé pour ses histoires de violence. Elle aurait pas fait de travail sur elle, très probablement en 2005, ce que je lui aurais annoncé, ça aurait été la même chose. La même chose sous les traits d'un autre homme, le même type de code barre, vous voyez, pour rester dans ma comparaison. Bon. Elle change, ce qu'elle est se modifie, ce qu'elle attire se modifie. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a du pouvoir sur notre vie. Est-ce que le futur est écrit?
Alors, comme pour votre patrimoine génétique, vous avez des yeux bleus qui sont incroyables. Ça, c'était écrit. Vous voyez? Ça, vous y pouviez rien. Bon. En revanche, par exemple, vous avez une certaine tonicité. Je suppose que vous démarrez pas vos petits déjeuners à la choucroute, quoi. Bon. Pas vraiment, non. Bah voilà. Sinon, vous auriez pas cette tonicité physique. Bon. Donc, il y a une part de votre état aujourd'hui physique qui est déterminée, qui était écrit, vos yeux, par exemple. Il a une couleur particulière, mais votre tonicité aujourd'hui, vous la devez aussi à un certain type de vie. Bon, c'est pareil, il y a des choses qui sont écrites et d'autres sur lesquelles on peut travailler. Ce qui voudrait dire que rien n'est irréversible. Alors, que nous pouvons changer le cours. Oui, dans la mesure où il y a quand même un problème parfois chez nos contemporains et même chez nous-mêmes de pas toujours une bonne mesure de notre pouvoir. Bon. Par exemple, quand vous travaillez dans une société qui est une multinationale et que cette société ferme, bon, qu'est-ce que vous voulez y changer? Rien, c'est pas vous qui allez la racheter. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Voilà, non mais il faut le rappeler. Dans une situation dramatique, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la peine que vous fassiez des soucis, parce que les soucis ne changeront rien à la situation. Évidemment, ça va rien arranger, ça va même bien souvent dégrader le truc. Oui. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Nous pouvons influencer énormément de choses dans notre vie. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas influer parce que elles ne dépendent pas de nous. Voilà, elles ne dépendent pas de nous. Par exemple, quand vous êtes amoureux d'un monsieur qui s'en fout, il s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment, il faut voir les choses en face. Il y a certaines choses, non, nous ne pouvons pas les changer. Mais attendez, le problème, c'est que nous vivons dans un monde où la plupart des gens essaient d'agir désespérément sur les autres, ce qui sert strictement à rien, au lieu de refuser l'idée qu'ils pourraient agir sur eux-mêmes, ce qui est quand même la seule chose possible. Ça, c'est possible, agir sur soi-même, agir sur les autres, non. Soyons donc sages. Le voyant n'agit pas sur la destinée de celui qui le consulte. Ah bah c'est une vraie question, si, parce qu'en informant, si, quand vous informez, vous agissez. À condition d'être dans l'écoute, hein. Non, mais de toute façon, une fois que c'est dit, écoutez ou pas, hein. C'est dit quand même, hein. Non, ça, je crois qu'il faut prendre sa responsabilité. Bien ça vous sûr, contrarie les personnes qui vous consultent et qui n'écoutent pas ce que vous leur dites? Ah, pas du tout, c'est leur liberté. Ouais. Ça, c'est... Moi, j'ai pas de... Comment vous expliquer? Comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Et comment vous expliquer ma parole, justement? Je suis pas bénévole. Ma parole, c'est un travail. Ils l'ont désiré, ils l'ont souhaité, ils me rémunèrent. Ça leur appartient, ça m'appartient pas. Et je le comprends très bien parce que je sais pas comment vous expliquer. D'abord, il y a des choses qui sont pas faciles à suivre. C'est pas facile de dire à quelqu'un qu'un monsieur dont elle est amoureuse divorcera jamais. C'est pas facile du tout de dire ça. Je comprends qu'elle le largue pas, même si c'est ce qu'elle devrait faire. Moi, je suis là pour dire ce qu'on doit faire, mais après ils font pas, ils font comme ils peuvent. Non, ça me choque pas du tout. Que pensez-vous des voyants ou des médiums qui communiquent avec l'au-delà? Est-ce que vous communiquez avec l'au-delà? Ça m'arrive d'avoir des informations qui sont incroyablement précises et de ressentir des présences. Parfois, c'est pas du tout mon truc et je le recherche pas, mais ça peut m'arriver en entretien quand quelqu'un est décédé d'avoir des informations qui sont précises. Je fais allusion notamment dans mon livre à cette histoire de petit garçon. J'avais une dame en face de moi d'une 60aine d'années, très gentille, on avait terminé l'entretien. Et elle me donne un prénom d'enfant. Je lui dis que je vois pas. Elle me dit, bah écoutez, c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, c'était très bien, vous me direz. Puis soudain, je lui dis, écoutez, je vois un petit garçon qui vit dans une cour de ferme. Il me regarde et il me dit, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Il est très très excité, c'est une cour, c'est la campagne, comme une cour de ferme. Et là, je vois cette dame qui s'effondre en larmes. Et qui me dit, écoutez, le prénom que je vous ai donné, c'est un enfant qui est mort et c'est mon frère qui, avec un tracteur, l'a renversé. Et c'était un drame familial qui a bousillé toute notre famille. Et cette dame pleure, elle a pleuré je crois pendant un quart d'heure. Elle me dit, qu'est-ce que je suis soulagée, qu'est-ce que je suis soulagée. Parce que ce petit bonhomme est pris et réussi, comment j'en sais rien, mais à dire c'est pas de leur faute. Là on est content, on se dit j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Mais moi je comprenais pas ce que je voyais, j'étais très naïve, je dis mais pourquoi il me dit, c'est quoi? Parce qu'elle m'a pas du tout dit que c'était quelqu'un de décédé. Elle me dit voilà, ça vous dit quoi? Et je dis je peux pas, je vois un petit bonhomme qui dit c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Vous venez de dire quelque chose d'important, Maud Christène. Je ne comprends pas. Les informations vous arrivent? Ah oui, non mais attendez, ça c'est tous les jours, c'est un jeu d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en entretien, moi j'ai beaucoup de gens auxquels je dis, non, je m'en amuse, Oui. Je leur dis écoutez, je vois ça, c'est quoi pour vous? Moi je sais pas. Mais de quelle façon l'information vous arrive? Bah comme une réminiscence, c'est ce que je vous dis. Par exemple ce petit bonhomme, j'avais l'impression j'étais en train de... Mais là je chantais un truc assez bizarre, j'étais happée par le truc, je sais pas comment vous expliquer, il y a des informations, il y a des souvenirs de différentes natures. Comme c'est des souvenirs,
Les souvenirs, c'est de différentes natures dans la vie, vous savez bien. Et moi, c'est des souvenirs de différentes natures. Est-ce qu'un bon voyant peut prévoir l'évolution de la bourse? C'est très difficile. J'en connais au moins 2. Ah, c'est chouette. Mais ouais. Ils étudient la bourse. Oui, voilà. Je pense qu'il faut avoir une bonne étude de ça, ce qui n'est pas mon cas. Ce qu'on peut arriver... Enfin, je vais vous parler d'un autre domaine et vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. Un jour, je vois 3 personnes qui travaillent sur un film. Je les vois pas à la même période. Je vois une jeune femme qui est costumière et maquilleuse à ses heures. Et je lui dis qu'un jour, elle va travailler sur un film où elle rencontrera un homme merveilleux. Et je lui décris tout ça très précisément. Je vois quelques mois plus tard un acteur qui à l'époque est pas très connu. Je dis écoutez, vous allez faire un film que je lui décris. Et je lui dis ça va être un succès pour vous, mais alors extraordinaire. Vous allez faire, ça sera le début de tout. Bon. Très bien. Je vois un monsieur que je connais bien, qui est producteur, qui me dit voilà, tel film, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis oh là 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 là, ça va être un fiasco, ça va être terrible, vous allez perdre plein d'argent. Je lui dis vous pouvez reculer? Il me dit non, c'est déjà fait, c'est déjà en train d'être tourné. Je dis bah écoutez, ça va pas être drôle. Bon, le film sort. La maquilleuse y rencontre l'homme de sa vie. Pour elle, c'est une bonne chose. L'acteur, il y aura des critiques extrêmement élogieuses, puisque vous savez qu'en France, il y a toujours un décalage entre la vie de Télérama et du Monde et de Libération et souvent, enfin parfois un petit décalage avec la vie du public. Alors, mais enfin, en l'occurrence, c'était une très belle performance d'acteur qui est saluée unanimement, je dirais, par toute la part la plus, je dirais, la plus pointue et la plus chic de la critique. Mais les spectateurs suivent pas du tout et pour les entrées, bah c'est raté quoi. Voilà. Alors, vous voyez, le même film, il apparaît comme un événement amoureux pour une femme, une cata financière pour un producteur et un grand succès pour un acteur. Et dans les 3 cas, j'ai raison. Alors vous comprenez, les événements, c'est quoi les événements? Ça dépend pour qui. Et je pense que ce qui manque parfois, en tout cas pour moi par rapport à la bourse, c'est puis la bourse est très artificielle parce que vous avez des cours qui correspondent pas forcément à l'état de santé d'une entreprise. L'état de santé d'une entreprise, ça, globalement, avec un taux d'erreur qui existe, mais qui est quand même assez bas, je le vois. L'évolution au niveau santé d'une entreprise. Maintenant, le cours de la bourse, vous savez très bien que c'est pas lié à la réalité. Donc c'est très difficile de faire de la voyance sur quelque chose qui est pas réel. Vous voyez, la divination accroche pas là-dessus. Je suis allé visiter votre site. Oui. Et je trouve... Votre site internet. Oui, votre site internet, oui. Et je trouve, et je suis tout à fait, mais alors à 100% d'accord avec vous, vous avez une vision de cette profession qui, si tout cela était en place, rafraîchirait un peu, hein, dans le sens où les charlatans sont là, hein, et ils sont bien là. Oui, mais ils sont bien là parce que les gens qui pensent, les chercheurs et les scientifiques veulent pas s'occuper de cette question. Et c'est Victor Hugo qui disait déjà à l'époque que si la science refuse ces phénomènes, en gros, la rue s'en emparera. Et c'est bien évident. C'est bien évident. La voyance par téléphone me choque pas. Je tiens à le dire parce que j'ai eu un mail récemment de confrères très sympa qui avait bien aimé mon livre, qui me disait moi je travaille par téléphone. C'est pas l'idée de travailler par téléphone. Ça peut arriver. J'ai des clients en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Paraguay. Ils peuvent pas venir à chaque fois quand je les connais. Il peut m'arriver de travailler par téléphone uniquement quand je les connais. Parce qu'on peut pas demander à quelqu'un de traverser la terre et de se faire 20 heures d'avion pour venir vous voir. Bon. En tout cas, pas à chaque fois. Maintenant, ce qui me dérange, c'est pas qu'on peut travailler par téléphone. C'est pas le côté technique de la chose. C'est pas ça qui me choque. C'est une certaine industrialisation du processus, si vous voulez. C'est les numéros, mais bon, écoutez, faut en finir avec ça. Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, vous parlez du scandale de la voyance. Oui, mais c'est pas ça. Le scandale de la voyance, c'est qu'on prend des responsabilités énormes et que ça choque beaucoup de gens s'ils savaient le niveau de responsabilité qu'on a et l'influence qu'on peut avoir dans certaines affaires. À mon avis, ça. Et les charges qui sont les vôtres. Voilà, hein. et les charges qui sont les miennes. Bon, une bonne fois pour toutes. Sur France 5, il y a quelques mois, j'ai été invitée dans l'émission On n'est pas que des parents. C'était une très bonne émission, très agréable. Et il y avait une jeune femme qui était là et qui avait été escroquée par des voyants par téléphone. Bon. Cette jeune femme avait perdu beaucoup d'argent à une période de sa vie où elle téléphonait pour entendre, elle l'a dit elle-même, ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle l'a dit elle-même. Au moment où je lui ai dit, est-ce que vous croyiez vraiment, quand vous appeliez des numéros sur lesquels vous voyiez, grand voyant, international, le plus connu, le plus fort, 24 heures sur 24, carte bleue, est-ce que vous croyiez vraiment que cette personne avait des capacités ou des dons? Voyance par flash. Voyance par flash. Voilà, voyance par flash. Bon, cette jeune femme me répond. Comme si la voyance avec le flash, ça n'avait rien à voir. Voilà, comme si, voilà. Et puis surtout le décalage qu'il y a entre le pédigré annoncé et la disponibilité de la personne et le faible coût de l'opération. Vous voyez?
le meilleur du monde, mais 24 heures sur 24, puis alors X centimes d'euros la minute, bien sûr. Bon, alors, je dis à cette jeune femme, est-ce que vous pensez que ces gens ont des capacités? Et là, très gentiment, elle me regarde, elle a eu une franchise, d'ailleurs, vraiment, j'ai eu beaucoup de respect pour cette jeune femme. Et elle dit, bah évidemment que non. Elle dit, à aucun moment j'ai cru qu'ils avaient des capacités. Je dis, bah alors qu'est-ce que vous faisiez? Elle me dit, bah j'appelais parce que je voulais entendre ce que j'avais envie d'entendre. Et j'appelais jusqu'à ce qu'on me le dise. Elle l'a dit textuellement. Et elle a ajouté, mais vous savez, moi, j'irai jamais voir quelqu'un comme vous. Elle me dit, mais jamais, non, sans une certaine horreur. Elle me dit, mais jamais, jamais. Elle me dit, j'ai pas du tout envie de savoir ce qui va se passer, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça. Je voulais savoir ce qu'allait m'arriver. Et je crois qu'on peut pas parler d'escroquerie. Je vais prendre une autre comparaison. Quand vous allez au bois de Boulogne et que vous avez un travesti qui vous dit tu viens chérie, vous vous doutez bien qu'il est pas amoureux de vous quand même. Même s'il vous appelle chérie. Bon, vous n'allez pas aller porter plainte au commissaire en disant je comprends pas, j'ai été victime d'un abus de faiblesse, il y a une très très belle dame d'1m90 qui m'a foncé dessus avec une perruque rousse et qui m'a dit mon chéri. Et en fait elle ne m'aimait pas, elle m'a demandé de l'argent. Bon, faut arrêter. Bon, donc à un moment, faut quand même arrêter de déconner. Je pense que quand on passe par certains services de voyance, qui d'ailleurs sont souvent dans les magazines, en haut il y a les numéros internet pour les lignes chaudes et les trucs cochons, et en bas il y a la voyance. Et alors, parfois c'est même les mêmes sociétés, il faut le savoir. Bon, je crois pas. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui sont en effet dans un grand état de faiblesse, dans un grand état de détresse, et qui peuvent être dans une confusion. Mais je crois qu'à aucun moment les gens qui font ces numéros n'imaginent être vraiment en contact avec des voyants. Et c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors après, on va vous taxer de manquer, excusez-moi, entre guillemets, de compassion pour ceux qui se font escroquer. Non, on se fait pas escroquer quand les choses... Pour qu'il y ait une escroquerie, il faut qu'il y ait une mise en scène qui aille dans le sens de produire une vérité. Or, ces gens, par la simple présentation qu'ils ont d'eux-mêmes, et la manière dont ça se passe et les endroits dans lesquels c'est dans les journaux, sont, je pense, extrêmement clairs. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, il y a très peu de plaintes. Il y a extrêmement peu de plaintes. Et pour cause. Alors, après, ça pose... Ce qui, justement, laisse la porte ouverte à tout un tas d'escrocs. Bien sûr. Alors, il y a des vrais escrocs. Alors, maintenant, il y a les vraies escroqueries. Je vais vous dire, les grosses escroqueries que j'ai vues, moi, c'est justement, vous allez rire, on parlait de l'argent tout à l'heure, c'est la voyance gratuite. Parce que ça, c'est un... Alors ça, en revanche, c'est une porte ouverte à des escroqueries terribles. Des gens qui passent des publicités dans les magazines en disant voyance gratuite. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens dans le besoin, dans une période difficile, c'est tentant. Hein, c'est encore plus tentant que le téléphone. Et après se lance, on rentre dans un type de courrier où évidemment vous recevez une espèce de définition psychologique de vous, catastrophiste, disant que vous avez beaucoup d'ennemis, qu'il faut bien entendu vous aider, et puis après on lance les travaux occultes. Et là on est vraiment dans l'escroquerie. Vous voyez, là on est dans autre chose. On n'est pas dans dire à la petite dame ce qu'elle a envie d'entendre ou au gentil monsieur ce qu'il a envie d'entendre. Alors j'en reviens à votre... On est dans l'escroquerie. Mais bon, ceux qui acceptent ça n'ont pas à se plaindre. Après tout. Non, alors ceux qui acceptent ça n'ont pas à se plaindre. Mais malgré tout, je ferai quand même, vous voyez, je serai plus clémente que vous, parce que ceux qui acceptent ça sont souvent des gens qui sont dans un sentiment de persécution, ils ont réellement l'impression d'être envoûtés, réellement l'impression qu'on leur a fait du mal, ils sont seuls, enfin là on est dans vraiment autre chose. Vous voyez, je crois qu'il faut faire vraiment la différence. Non, mais je me fais l'avocat de qui vous savez. Oui, voilà, oui. Non, c'est important, je crois qu'il y a une vraie... Les pseudo-voyances gratuites, parce que quand on fait de la voyance gratuite, on va pas payer des publicités pour aller en faire, une bonne fois pour toutes. Donc quand on en fait, bien souvent derrière, pas toujours, mais bien souvent derrière, il y a ce type de toute façon derrière, il y a un business. Alors ça peut être un business de bougies et d'encens, et c'est pas bien grave, mais après vous recevez un catalogue, ça va pas forcément loin. Mais c'est souvent lié à des travaux occultes, et ça c'est terrible. Vous êtes contre? Ça c'est terrible. Enfin, moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas beaucoup. Tout ce qui est désenvoûtement, retour d'affection. Ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Voilà. D'abord, je crois pas qu'on ait le droit d'agir sur les autres, et en plus, je suis pas sûre que ce qu'on obtienne, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui dit Dieu punit les hommes en les exaucant. Hein. Et je crois que quand on obtient des résultats, ils sont parfois très cher payés. Je reviens à votre site internet, il y a une véritable charte de votre part. Oui. Un code de déontologie. Oui, bien sûr. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Maude Christine. Et vous avez raison. Vous avez raison. Je vais pas sur mon site tous les jours. Non, mais vous demandez, vous exigez, vous dites le consultant a des droits, mais il a aussi des devoirs, tout comme le voyant a des droits, et il a également des devoirs. Il a même le droit de pas être bon et de se tromper. Oui, absolument. On est obligé de demander aux gens qui viennent nous voir d'être clairs sur leurs demandes. C'est-à-dire qu'il faut accepter, quand on va voir un voyant, il faut accepter de venir pour entendre des informations qu'on a voulu. Si on veut aller voir un voyant pour entendre ce qui fait plaisir, alors il ne faut pas aller voir un voyant.
Alors il faut faire autre chose. Voilà. Quand on a envie de se faire plaisir et d'être sûr de se faire plaisir, il faut aller voir un grand coiffeur, il faut se faire masser. Ça donne forcément du plaisir. Mais voir un voyant ne donne pas forcément du plaisir. Une bonne fois pour toutes. Vous donnez les conseils avant, pendant et après. Oui. Hein, c'est comme pour l'amour. Voilà. Mais bien, ceux qui sont intéressés par le site internet de Maude Christen, c'est vraiment... C'est un site gratuit, je précise. Je précise que c'est un site gratuit c'est gonflé, qui a énormément de contenu, oui. Qui... Vous m'avez fait découvrir Monsieur Audier. Oui, vous connaissiez pas Monsieur Audier? Non, je ne le connais. Ah bah non, vous savez... Grand personnage de la recherche en Suisse, en parapsychologie, fondateur de la fondation Marcel et Monique Audier, ex-banquier suisse, grande famille suisse, un monsieur extraordinaire d'une incroyable érudition, qui est à la fois un mathématicien, un chercheur, et qui, avec Monique Audier, sa femme, anime la fondation Marcel et Monique Audier depuis, je crois, plus de 15 ans maintenant. Toutes ces expériences auxquelles vous vous êtes prêté, oui. Les protocoles ont été mis en place. Oui. Vous étiez au courant des protocoles? Il vous est arrivé de ruer dans les brancards? Je pense encore en l'enveloppe de Géluc. Non, jamais, parce que... Pouvez-vous me dire, madame, ce qu'il y a dans cette enveloppe? Non, bien sûr que non. J'ai jamais rué dans les brancards parce que les protocoles, c'est pas à moi d'en décider. Et si je me plais à une expérience, je me plais à une expérience. J'ai rué dans les brancards avec Géluc pour une raison très simple, c'est que si je m'emmerde à aller me mettre en risque en faisant des expériences avec le professeur Normandon ou avec... l'assistante du professeur Maurice, qui, moi, me met en danger. Parce qu'à un moment, il faut quand même dire les choses clairement. Quand j'ai fait ce film avec Marie-Monique Robin, il y a 3-4 ans maintenant, je vais être très vulgaire, mais j'ai vraiment pas besoin de ça pour vivre et pour exercer, et pour être déjà extrêmement connue dans ma partie. Bon. Pourquoi l'avez-vous fait? C'est un risque énorme. Je l'ai fait parce que, pour moi, le fait d'arriver à démontrer que les capacités psychiques existent, c'est mon combat. Donc c'est un combat qui est au-delà de mes petits intérêts personnels. Voilà. Mais bon, si je prends ce risque, c'est pour justement, c'est parce que je peux pas convaincre tous les Gélucs de la Terre qui vont arriver avec près de moi la gueule enfarinée avec leur enveloppe. Voilà. Et qu'à un moment, il faut que les choses se passent à un niveau où elles aient une autorité. Une fois de plus, vous ne reproduisez pas tous les jours que l'eau bout à 100 degrés. Vous dites pas, ça y est, ah bah tiens, regarde, on va le refaire. Non, une bonne fois pour toutes, on a trouvé, on a dit, ok, ça bout à 100 degrés, c'est bon, on n'en parle plus. Bon, bah, c'est à ça que je veux arriver. Donc, si vous voulez, si vraiment Monsieur Géluc était venu me voir, par exemple, dans ma loge avant, m'avait dit, ah bah tiens, j'aimerais bien faire quelque chose, si ça l'intéressait, si c'était une démarche de démonstration, mais il y a beaucoup de gens auxquels j'ai fait des démonstrations, journalistes et non journalistes, parce qu'ils étaient dans une quête. Hein. Maintenant, son attitude, elle était provocatrice, et c'était une façon de réduire mon travail, si vous voulez. C'était une façon de faire comme si c'était rien passé, comme si les expériences de voyance, ça se faisait sur les plateaux de télévision, dans la déconnade et dans l'agressivité, et que ça n'avait pas à se faire dans les universités. Donc c'est quelqu'un qui veut, d'une certaine manière, qui nuit à mon travail, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le comprend pas. Parce que pour lui, ce qu'il montre par là, en faisant ce geste, c'est que pour lui, c'est pas respectable. Voilà, c'est pas respectable. Et moi, je me bats pour que ce soit respectable. Pas pour moi être respectable, parce que je le suis, mais pour que les capacités psychiques le soient, et que ce soit des objets de science. Donc quand j'entends le présentateur de cette émission dire arrêtez de nous prendre pour des cons, je renvoie la question, plus exactement l'affirmation, arrêtez de nous prendre pour des cons, monsieur Ruquier. Si vous voulez, moi je trouve que c'est des émissions toujours très intéressantes, parce qu'à un moment il fait allusion par exemple à cette histoire qui a beaucoup marqué l'opinion, l'histoire du World Trade Center. Bon, quand c'est arrivé, j'ai un jour été interviewé par une journaliste qui était à l'époque rédactrice en chef de Marie-Claire, et j'étais très bouleversée parce que je venais de voir je venais de voir des Américains. J'avais vu des clients qui étaient mariés ou dont les membres de leur famille étaient des Américains, que j'ai vu couverts de boue avec des buildings effondrés. Il se trouve que ce jour-là, je venais encore d'en voir un. Et j'étais avec cette dame dans ma cuisine, Hélène Mathieu, et je lui dis, écoutez, c'est incroyable, j'arrête pas de voir des trucs catastrophiques sur des Américains, et je lui décris. Elle me dit, est-ce que vous m'autorisez à écrire ça? Je dis, bien sûr, il n'y a pas de problème, c'était en 91. Bon. Je parle d'Américains couverts de boue, dans des tours effondrées, et c'est une grande catastrophe, et ça me frappe énormément. Bon. Laurent Ruquier lit ça et dit, moi je vois pas le rapport avec le World Trade Center. Bah écoutez, qui puis-je? Vous voyez, c'est... Quand même pas mis en doute, hein. Ah bah si. Non, parce que vous aviez écrit, mais ce qui s'est passé non, mais il part du principe que puisque c'était 11 ans avant, alors je l'ai pas vu. Oui, mais ce qu'il ne sait pas, Laurent Ruquier, vous avez été des centaines à travers le monde
à avoir des flashs et des images bien comme sûr, celle-là. Bien sûr, Vous bien êtes sûr, une femme bien sûr. en face de moi, et j'en ai rencontré au moins 10 autres. Bien si sûr. c'est pas 15. Bien sûr. Hein? Ça n'a rien d'extraordinaire, mais si vous voulez, on est vraiment dans le déni. C'est-à-dire que, pour vous dire à quel point on est dans le déni, quand cette histoire s'est passée, j'ai eu des embêtements quand le World Trade Center est arrivé. En 1991, dites-vous? Oui, ça c'était en 91 oui. que j'ai écrit ça. Donc ça a été écrit dans Marie-Claire en 91. Quand c'est arrivé, il se trouve qu'il y a des gens qui se sont rappelés ce que j'avais écrit et qui m'ont fait des histoires en disant que j'étais probablement en mèche avec des intégristes et que c'est comme ça que je le savais. Voilà. Ah non, mais ça a été loin. Bah bien sûr. Oh, oui. Enfin bon, je peux rentrer dans les détails, mais j'ai eu des problèmes téléphoniques qui étaient... Bon, enfin voilà, ça a été loin. Donc ça a suffisamment été gros, cette histoire de prévision, pour que j'ai moi beaucoup d'ennuis. Bon, à un moment, il y a un guide de la voyance qui était très bien fait par Anne Placier qui est sorti. Anne Placier, elle a repris cette histoire en disant « Et qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas prédit le World Trade Center ». Maintenant, si en lisant ça et en mettant les photos du World Trade Center à côté, ça tilte pas, qui puis-je ? Vous voyez ? Vous savez, les sceptiques, ils sont rigolos, ils sont de très mauvaise foi, les sceptiques, mais c'est chronique. Non, vous croyez. Et un jour, je me rappelle, j'avais fait une voyance, c'était un dauphin, et j'avais dit, c'est un truc gros qui est dans l'eau. C'est un gros truc qui est dans l'eau, ça nage comme ça a une drôle de tête, je sais pas, puis en ouvre, c'est un dauphin. Bon, la personne me dit, oui, mais enfin bon, ça aurait pu être une baleine, ça aurait pu être plein d'autres choses, ça aurait pu être un sous-marin. Mais non, c'est un dauphin. Bah oui, mais ça aurait pas pu être une clamolette, vous voyez. Oui. Bon, donc ils sont de très mauvaise foi. Alors, quelle importance, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire si je vous dis, vous n'avez pas les yeux bleus, ouais, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, voilà. Qu'est-ce qui reste comme je vous réponds que vous êtes myope. Bah voilà, que vous pouvez rien dire. Par exemple. C'est bon, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Mario Varvoglis, vous connaissez, je suis allé faire un tour sur le site de l'IMI, et il parle de la vision à distance. Alors, j'éviterai le barbarisme anglais, remote viewing. Remote viewing. Oui. Mais qu'est-ce que la vision à distance ? La vision à distance, c'est la capacité à pouvoir savoir ce qui se passe à un autre endroit par des voies extrasensorielles. Il y a un spécialiste de la vision à distance aux États-Unis qui s'appelle Joe McMonigal et qui, quand on lui donne les coordonnées de quelqu'un, peut décrire son environnement. Il a fait d'ailleurs une remarquable démonstration dans le film que j'ai fait avec Marie-Monique Robin, Sixième Sens, qui a été diffusé, je le rappelle, pour nos éditeurs sur Canal+, ainsi que sur Arte assez récemment, en septembre 2006. La vision à distance, c'est la capacité à pouvoir décrire ce qui se passe à un autre endroit. J'ai eu ce doigt télépathique avec McMonigal, mais je ne l'ai pas rencontré. Cette vision à distance, elle vient sur commande. Il faut que vous vous mettiez dans un état... La vision à distance, c'est surtout un entraînement. Je voudrais essayer de comprendre. J'ai vu le film, le Sixième Sens. Il y a le superbe livre aussi qui est sorti. On a les images devant les yeux. On peut douter, bien entendu. On peut entrer également dans le merveilleux. Mais quel est l'état mental de Maude Christen ? Souvenir, mais à l'envers. Je regarde la photo de Mario, j'avais pris un Polaroid de Mario Varvoglis et je me dis, qu'est-ce que tu vois ? Et là, je laisse monter. Et en fait, ce que je vois, c'est d'abord des arbres verts, très verts. Puis après, je vois un dôme. Puis après, je vois Mario qui regarde comme ça, qui se dit, ah, c'est haut. Puis après, dans le dôme, je vois des femmes avec des robes de soirée. Puis je vois des peintures au mur, des lustres en cristal, des peintures au mur, des très très belles peintures, plein de peintures des fêtes, des grandes fêtes. Voilà comment je vois. Et puis je note tout ça. Mais c'est comme des souvenirs. Ça part de Mario, puis après ça part en étoile. Oui, d'événements que vous auriez vécu ? Ah non. Non. Comment peut-on utiliser le mot souvenir ? Parce que par exemple, si vous regardez un film... Vous ne les avez pas vécus dans le passé, mais vous auriez pu les vivre dans le futur ? Non. C'est pas ça. Si vous regardez un film à la télé, vous vous en souvenez, vous l'avez pas vécu. C'est pareil. C'est pas vous, c'est pas votre histoire. C'est une histoire. Une autre histoire. C'est ce qui se produit quand on va dans un endroit, dans une ville que l'on n'a jamais visité et on se souvient d'un itinéraire. Non, vous faites allusion aux réminiscences, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas du tout un sentiment de déjà-vu, c'est un sentiment c'est pas un sentiment de déjà-vu du tout. C'est un sentiment de... Vous regardez un film à la télé, au cinéma, vous en sortez, et puis un mois plus tard, un copain vous dit comment c'était, et vous lui racontez.
Vous avez lu la théorie de Sheldrake, vous en avez parlé, Oui. sur les courriels qui arrivent pratiquement en même temps. On envoie un courrier électronique à quelqu'un qui, pratiquement dans le même instant, vous en envoie un également. Oui. Comment expliquer cela, si cela est explicable, Maude Christen? On est en connexion en permanence avec tout. Et évidemment, les relations affectives, et c'est ce que Sheldrake a très bien compris dans ses expériences, favorisent les relations passionnelles et affectives, sont de très très bons vecteurs pour provoquer des phénomènes de clairvoyance et de précognition. Et également des phénomènes télépathiques. Donc quand on est en lien avec quelqu'un, il envoie un mail et il nous répond, c'est normal. Est-ce qu'il y a des phénomènes que vous avez vécus, que vous n'avez pas expliqués ou pu expliquer? Est-ce que, quand vous avez terminé une consultation, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Alors c'est très étrange, non. Et à la fois quand je revois les personnes, même de nombreuses années après, je me rappelle de tout. Il y a tellement de tout. Alors, c'est étonnant parce que, à titre personnel, j'ai pas une mémoire extraordinaire et des choses banales comme des codes où j'arrive jamais à mémoriser. Oui, c'est étonnant même. J'ai pas du tout de mémorisation. Là, étrangement, en entretien, je peux me rappeler 5 ou 6 ans après, très précisément, pas de tout ce que j'ai dit, mais de la situation. Ce qui est étrange, c'est que je vais voir quelqu'un dans un restaurant qui est un de mes clients, je vais pas le reconnaître du tout. C'est vraiment très étonnant parce que quand la personne est en face de moi, tout revient. Je sais pas pourquoi. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Moi, je me souviens que la première fois que je vous ai vu à la télévision, justement, c'était avec Alexandre Balou. Mystère. Ouais. Et c'est triste que cette émission n'existe plus pour l'histoire d'un connard avec une moto. Enfin bon, c'était une merveilleuse émission. Vraiment, c'est complètement idiot. Je vois encore, et vous voyez, c'est très présent, ce petit morceau de béton ou de pierre. Et la première fois que j'ai vu cette émission, enfin ce passage, parce qu'on est rationnel, quoi qu'il arrive, il faut le rester. Mais tout à fait. Jusqu'au bout, vous êtes d'accord? Bien entendu. C'est pas possible, ils ont préparé ça dans les coulisses, c'est arrangé, c'est truqué. Ouais. La gonzesse en face, elle est mignonne, mais bon, Balou lui fait les yeux doux. Bah oui, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'émission était en direct ou était enregistrée? Non, elle n'était pas en direct. J'aime pas tellement le public pour les expériences. Et ma seule condition, c'était que ça soit fait en régie. Et en fait, non, ça s'est passé d'une manière très simple. Alexandre Balou m'a tendu un premier objet qui était en fait le bouchon du radiateur d'une voiture de luxe qui a appartenu à quelqu'un de très célèbre. Et là, je me suis lancée. J'ai tout à fait réussi ma voyance. Le problème, c'est que j'ai dit des choses assez graves sur le passé de cette personne, notamment sur des problèmes que ses héritiers n'auraient pas eu envie de voir dévoiler comme ça. Donc le test n'a pas été utilisable. Il doit toujours exister dans les archives de la télé. En revanche, après on est passé au petit morceau de pierre et là j'étais déjà partie dans ma lancée en fait. Et j'ai décrit exactement ce que je voyais. Puis vous savez, il y a un truc qui marche bien dans les expériences en télé, il faut quand même le comprendre, c'est qu'on sait qu'on connaît l'effet Rosenthal, le fait que l'expérimentateur produit ce qu'il a envie. Bon, que ce qui se passe est en lien avec le désir conscient ou inconscient de l'expérimentateur. Quand vous avez une émission comme Mystère, votre désir c'est qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est quand même très facilitant, parce que non seulement il y a le désir d'Alexandre Balou, mais il y a le désir à l'époque de la productrice qui s'appelait Corinne Spack, il y a le désir du producteur qui s'appelle Monsieur Plaisance, il y a le désir des machinistes qui sont là et qui ont envie de voir quelque chose, et tout ça c'est très productif. Moi je trouve que les expériences en télé sont pas si difficiles que ça, parce que c'est très productif, le désir des autres est très productif pour la voyance, très productif. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Maude Christen, pendant quelques minutes encore dans le studio. Maude, comment s'appelle-t-il? Joseph McMonigle, c'est ça? Oui. Avez-vous été sollicité, vous aussi, pour être espion? Non. Espion, non. Jamais? Jamais. Vous levez la main droite et... Ah oui, je peux lever la main droite. Cela vous aurait tenté d'être un sujet psy? Je suis un sujet psy, oui. Mais pour la défense, non. non. Pas vraiment. Non. Pourtant, il a été un... Oui, McGonigal, à la base, c'était un militaire. Donc, il était militaire. Il était militaire. C'est un homme tout à fait remarquable, attention, mais c'est un militaire et il a développé des capacités psychiques suite à une NDE particulièrement bouleversante et il s'est rendu compte qu'il voyait. Puis il a utilisé ça pour l'armée. Je tiens à préciser que Joe McMonigle a des décorations partout chez lui, de l'armée, les plus hautes distinctions de l'armée américaine. Il y a un mur entier de décorations. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait
respectable et respecté dans son travail. Moi, c'est pas des questions sur lesquelles j'aimerais spécialement me pencher. Voilà. Ça m'est arrivé de travailler pour l'IML, par exemple, pour la police. Ça, oui, c'est pas pareil. Vous avez cherché des personnes disparues? Non, alors ça, je sais pas faire du tout. Je le dis tout de suite. Non, mais c'est bien, puis on va voir ce que vous ne savez pas faire. C'est un truc de radiesthésiste. Mais je suis certain que vous pourriez le faire. Non, j'y arrive pas. Là, non, vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je peux voir des trucs, mais le problème, c'est que comme je localise pas, ça sert à rien. Parce que moi, je peux pas localiser. Il faudrait être GPS en même temps. Voilà, aussi, il y a des gens qui localisent vraiment bien sur des cartes. J'avais vu une expérience assez intéressante qui avait été faite en Belgique avec un monsieur doué et qui lui localise des gens sans aucun problème, quoi. André Gillet. André Gilles, oui. Monsieur André Gilles, oui. Voilà, qui est un très très bon voyant. Comment ça se passe une consultation chez vous? Si vous voulez, on arrive, on s'installe en face de moi, je ne demande que le prénom et la date de naissance, je prends mon Polaroid et je me lance. Voilà. Alors après, il y a deux solutions, c'est où ça marche, on reste ensemble et on continue. Écoutez, ce qu'écrit Maud Christen, je vais vous parler précisément de votre situation présente et passée, en vous donnant des points de repère précis. Si je ne suis pas en mesure de vous donner des détails que vous puissiez valider, nous arrêterons immédiatement et vous ne me devrez rien. Bah oui. Vous imaginez un président de la République, je vous promets, si je ne tiens pas mes promesses, vous pouvez me virer quand vous voulez. Sarkozy a tenté de nous le faire pendant le grand débat. Vous avez remarqué, avec Ségolène Royal, il faut assumer ses responsabilités. Oui. Voilà. On verra. Je plaisante. Non, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous le savez bien pourquoi. J'ai rien à vous expliquer, vous le savez bien. La voyance marche pas à tous les coups. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on est bien branché. Parce que c'est pas non plus, c'est une connexion qui marche pas non plus systématiquement. Donc, je peux pas me mettre à me parler à quelqu'un de son futur, alors que je vois rien. Ça serait horrible. Et puis je veux aussi avoir cette liberté. Je veux dire, c'est important pour moi de pouvoir dire stop quand je vois pas. Enfin, ça fait partie du challenge. Donc vous acceptez, et c'est tout à votre honneur, Maud, comme d'autres, ceux que j'appelle les pros, les vrais de vrais, vous acceptez de dire publiquement, oui, je peux me tromper. Laissez-moi cette possibilité de me tromper. Là, en l'occurrence, parce qu'on demande souvent aux voyants d'être infaillibles. C'est même pas voir, là, on n'est même pas au stade de se tromper, c'est simplement de ne pas voir. Je vois rien. Je vois rien, ou je vois l'histoire de votre beau-frère, ce qui est vachement intéressant quand vous venez me voir moi. Oui. Parce que c'est pas votre beau-frère dont vous avez envie d'entendre parler, c'est vous. Bon, voilà, à un moment, faut s'arrêter, faut dire stop. Il y a des fausses routes. Les tests sous enveloppe, il y en a qui ratent aussi. Alors évidemment, il y en a plus qui réussissent que ceux qui ratent. Mais ceux qui ratent, il y avait eu un truc très drôle il y a quelques années, c'était, écoutez, je peux pas m'empêcher d'en rire, tiens, je vais me lâcher un peu. Au moment où Marie-Monique a fait son film, il y a eu une espèce de conspiration des sceptiques qui s'est dit, haha, on va coincer Maud Christen. Ils ont monté un protocole d'ailleurs avec Yves Lignon qui s'est fait également coincer, si je puis dire. Et alors évidemment, j'ai rien vu. Alors après, c'était triomphant, vous voyez bien, ça marche pas. Attendez, j'ai jamais dit que ça marche à tous les coups. Quelle importance. C'est si ça marchait à tous les coups. Je vais vous dire un truc, quand ça marche à tous les coups, mais vraiment à tous les coups, là c'est de la fraude. Là c'est de la fraude. Là je peux vous dire. Il y a un mentaliste merveilleux qui s'appelle Gary Kurtz, qui bien sûr est très connu et qui sans le vouloir fait beaucoup de mal à des gens comme moi parce que bon, Gary Kurtz, il sait très bien qu'il n'a pas de capacité, et quand l'Institut Métapsychique International lui envoie une lettre en disant, écoutez, collaborez avec nous, bien entendu, il n'a pas relevé. Ce sont des mentalistes, ce sont des numéros. Mais quand les gens voient ce que font Gary Kurtz, ils me disent, vous, c'est peut-être pareil. Mais attendez, alors déjà, il y a une grande tendance en tout, c'est de dire, parce que c'est simulable, alors ça n'existe pas. Alors je vais vous dire, tout est simulable. Dans ces cas-là, au cinéma, des gens s'aiment et s'embrassent. C'est pas pour de vrai. Est-ce que ça veut dire que l'amour n'existe pas? On peut tout simuler. C'est pas pour autant que les choses n'existent pas. Vous voyez, on peut fabriquer un laboratoire l'odeur d'une orange. N'empêche que l'odeur d'une orange, ça existe. Vous voyez, vous voyez bien, il n'y a pas d'odeur d'orange puisqu'on peut la fabriquer. C'est absurde. Même cette pensée est idiote. Vous voyez, c'est une pensée d'imbécile. Il faut pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. C'est une pensée très courte. Très courte. Quelle est la difficulté de la parapsychologie? Alors que depuis des centaines d'années, il y a des travaux qui ont été faits au moins 100 ans. 100 ans. La difficulté, elle est simple, c'est que c'est les limites de notre culture et ses limites quant à ses possibilités d'intégrer des paramètres qui sont trop loin de ses représentations. Voilà. Je veux dire, c'est le deuil d'une certaine représentation de l'homme et de l'univers, et ça se passe pas tout seul. Et quand on lit le merveilleux travail d'Isabelle Stengers, qui est philosophe des sciences, on comprend pourquoi la science n'est pas ce qu'elle se prétend être, c'est-à-dire quelque chose de totalement objectif, sans idéologie,
elle est conçue aussi avec une façon de se penser et de penser le monde. Et quand les phénomènes qu'on produit vont pas dans ce sens-là, eh bien, ça n'arrive pas à rentrer. Et que répondez-vous aux zététiciens? Est-ce qu'ils existent, comme la plupart de la communauté scientifique? Justement, ils ont une position qui n'est pas scientifique, puisqu'ils ont une position où ils savent déjà à l'avance. Le problème, c'est qu'employer le mot zététique qui est l'art du doute, c'est pas l'art du doute quand on anime un laboratoire qui ne sert qu'à expliquer que tout est explicable autrement. Vous voyez, c'est tout sauf l'art du doute, c'est des mises en scène. Bon, maintenant, ce que j'ai envie de répondre aux zététiciens, c'est que c'est aux travaux des parapsychologues qui sont publiés dans Nature qu'il faut qu'ils répondent, c'est pas aux voyants. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une pensée très binaire. Hein. C'est une pensée très très binaire. C'est une pensée terriblement fermée, qui coince. Je crois qu'il y a une part de terreur. Il y avait vous avez un confrère qui s'appelle Bernard Martineau, qui est un homme assez remarquable, qui avait écrit un très beau bouquin, Les Champs de l'Invisible. Dans ce bouquin, il parlait d'un célèbre zététicien, puisqu'il parlait de Monsieur Brock. Il disait de Monsieur Brock, qui l'avait interviewé, il disait de façon très familière, il l'apostrophait dans son livre en disant « Écoute Henri, tu vas pas me faire croire ». Il disait « Tu vas pas me faire croire que c'est pas la peur qui te motive, tu vas pas me faire croire que tu es objectif, tu vas pas me faire croire ». Bon, les zététiciens aujourd'hui, ils sont remis en cause par les philosophes des sciences. Bon, bien entendu, vous connaissez Bertrand Meilleux et son travail, sa somme de travail, mais je pense à Madame Nicole Edelman, qui est historienne et qui travaille à Nanterre, qui a fait l'année dernière une histoire de la voyance du XVIIIe siècle à nos jours, et de la voyance et du paranormal jusqu'à nos jours, et qui dit très clairement que les zététiciens escamotent tous les enjeux de la parapsychologie et qui critiquent de manière assez ferme le travail de M. Brock et de M. Charpak. Donc les zététiciens, ils intéressent les médias qui cherchent des positions pour ou contre, mais par rapport à ce que pensent les hommes et les femmes qui travaillent sur les sciences, les chercheurs dans les sciences, les sociologues des sciences, les philosophes des sciences, ils passent pas pour autre chose que ce qu'ils sont. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. La parapsychologie pourrait aider en ce qui concerne l'archéologie. Ah oui. J'ai parlé de. Oui, il y a des travaux très intéressants là-dessus. Des services de renseignement. Oui, il y a des travaux très intéressants là-dessus, très très intéressants, bien sûr. Oui. Il y a des études qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Il y a des expériences qui sont en train d'être montées dans ce domaine, mais je peux pas vous en dire plus. Il y a des choses qui sont en train d'être pensées en ce moment dans ce domaine précisément. La France reste à la traîne, donc. C'est même plus la traîne, mon pauvre monsieur. Bon, on va conclure par là. On va dire voilà, il y a des laboratoires dans tous les pays européens développés qui sont abrités par des universités, qui produisent des travaux, qui fabriquent des thésards. À Édimbourg, par exemple, vous avez des gens qui font des thèses sur la fraude dans les laboratoires de parapsychologie d'Édimbourg. Vous avez des étudiants qui font des thèses sur la fraude, parce que l'université d'Édimbourg, on embauche aussi des illusionnistes, des gens comme Anki, pour, bien entendu, pas se faire avoir par des charlatans. Donc, dans le monde entier, en Europe et aux États-Unis, il y a des laboratoires qui produisent des publications. En France, on n'a pas de laboratoire de parapsychologie abrité par l'université, on ne peut pas faire de thèse sur ces sujets, on ne peut même pas en parler dans une université. Vous voyez, hier j'ai été invitée à Lausanne, je serais jamais invitée à Nanterre, vous voyez. je le sens pas là. Bon, les sciences humaines sont trustées au plus haut niveau par des gens qui ont une logique aristotélicienne et qui ne veulent pas entendre parler d'autres façons de penser le monde que la leur, et les sciences dures sont littéralement noyautées par des rationalistes, donc on ne peut pas s'en sortir, mais c'est des histoires de pouvoir qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science. Et un organisme comme l'UMI aurait-il besoin, et je le dis très amicalement, oui, l'IMI de beaucoup de tuyaux derrière non, l'IMI se donne de finances. Ah bah bien entendu, l'IMI est reconnu d'utilité publique, mais n'a aucun fonds. Comment vous voulez faire de la recherche sans fonds? C'est impossible. Bon. Non, la France est une exception dans ce domaine. C'est vraiment une exception. C'est l'exception française. Sinon, votre actualité, à part le livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, 15 jours, 3 semaines à peu près, il me semble, là. Pas d'autre actualité. Un autre oracle Non, j'ai pas d'autre actualité. J'ai été aux États-Unis parce que mon jeu de tarot a été édité là-bas, ce qui est une prouesse parce que les Français, ça s'exporte pas très bien. Les Américains sont très protectionnistes. Mon jeu de tarot marche très bien là-bas. Non, j'ai pas d'autres projets. J'ai un projet d'écriture avec Bertrand, enfin sous la direction de Bertrand Meilleux, mais je vous en dis pas plus. Alors cette couverture, il y a 2 photos. La photo de Maud Christen, zen, et puis derrière une autre Maud Christen. Transparente. Oui. Est-ce que c'est un voyage?
C'était l'idée du guide qui est, je l'ai dit, une part supérieure de moi-même ou une autre personne qui m'accompagne et qui me permet d'être en contact avec certains types d'informations. C'est ça qu'on a voulu représenter avec Jean-Daniel Belfond. C'est une influence. Une influence, on va dire. Oui. Maude, l'émission est terminée. Je vous remercie. Je vous remercie de J'espère cet que vous avez excellent pris moment. quelques plaisirs. Ah, absolument. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Vraiment. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre patience. À très bientôt, Maude. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, je vous rappelle le titre du livre que vient de publier Maude Christen, Ma vie et l'invisible. C'est un livre paru aux éditions Les Presses du Châtelet.